Épisode numéro 159 du podcast Tout Trail. Ce sera celui qui complétera cette édition 2024 de la nouvelle mouture du podcast finalement. Et on continue notre revue de l'année avec Yann Vézina. On est toujours en direct du camp de base avec Fred Laflamme qui est là encore bien sûr. Comment tu vas depuis tantôt? T'as changé de breuvage? J'ai changé de breuvage. En fait, Fred m'a sorti, j'ai même le petit papier ici. Ah, c'est bien. Café, parce que là, il est 10h25, c'est l'heure de mon café. Tantôt, on avait des espresso martini. Oui. Ça nous a kick in pour l'épisode. On a parlé pendant 2h20 de trail. J'avais besoin d'un petit remontant. Puis là, Fred m'a sorti le café s'appelle Sabuche. Le design est magnifique. C'est un petit grincheux. Je crois que ça vient de Escape. Yes, et c'est excellent. Fait que je commence avec un café, mais j'ai une bière pas loin, fait que on va switcher. Parfait, toi? Super. Ben là, moi, écoute, je finis ma Limoilou Beach de la souche, bien sûr, avec qui on est partenaire. Puis après ça, on passera sur le sans-alcool, parce que, ben, comme mentionné tantôt, ben, faut prendre le tout. C'est ça. Fait que, on continue notre revue de l'année avec ben là on a passé en fait dans l'épisode de Pas sorti du bois qui est paru en fait hier. Donc on va être quelle date hier? Hier on était le mercredi 18, je crois. Mercredi 18, parfait, puisqu'on est jeudi le 19 bien sûr. On est 5 jours de Noël. Oui, bien sûr. Oui, tes cadeaux sont emballés toi Yannick? Au moment où on a enregistré, toujours pas. Parfait. Au moment d'enregistrer, non. Au moment de diffuser, non plus. Parfait. Fait que on continue notre couverture. On s'était rendu jusqu'au mois de juillet. Ouais. Donc, de janvier à juillet. Donc, on va continuer avec le mois d'août jusqu'à décembre. Puis, à travers de ça, là, on va vous faire encore des bonnes petites interventions toujours aussi pertinentes et croustillantes. Probablement. Oui, tout le temps. On va prendre des pauses un peu trop longues à mastiquer quelque chose que Fred va nous amener à manger. Oui, effectivement, parce que pendant l'épisode de Pas sorti du bois, en fait, on a eu l'occasion d'avoir des sandwichs de Frankie Johnny qui étaient délectable. J'ai goûté à 3 sortes. C'était bon. C'était bon. C'est quoi que t'as dit tantôt? Le Subway pouvait aller se rhabiller? Ben, c'est ça. Puis rien contre Subway, hein, mais... Non, bien sûr que non. Mais c'était... C'est ça. C'est drôle, on avait une belle montagne de sandwichs qu'on a toutes mangé pendant l'épisode avec Fred qui nous a aidé, bien sûr. On n'est pas si pire que ça. Puis là, j'ai comme dit, mais ça, il y en avait beaucoup tantôt. On a passé à travers et tout de me répondre, non, il y avait que la moitié sur la table. C'est ça, exactement. L'autre moitié, ça sera des lunchs. Le lunch pour dîner demain. Si tu veux, je peux te dire, les sortes qu'on avait sur la table, c'était Gros Mac, Merguez, Courge d'automne, le dernier que tu as goûté, qui est fantastique, et Flan de porc, qui est de loin mon préféré. Merci Fred. Délicieux. Puis là, ben Fred, comme il sait nous recevoir, ben il nous reçoit avec un dessert en plus de ses sandwichs, fait qu'on aura droit à un pudding chômeur chaud. Qui plus est, ça vient d'où ce pudding chômeur-là, Fred? Toujours de Frankie Johnny, Seigneur Dieu. Ça tombe dans mes cordes, ça. J'ai hâte de voir à quel mois ça va tomber. Le pudding chômeur, ça? Oui, parce que là, on est comme le mois d'août, mais à quel moment on va tomber dans le pudding chômeur? Quand on a besoin de réconfort. Ouais. Et quand j'ai vu les notes qu'on s'est prises par rapport à octobre, je pense que ça va... Ça se peut que ça... Fait que, let's go, on fait ça vite. Septembre aussi, il faut tomber vite à octobre parce qu'on a faim. Parce qu'on... Ouais, non, c'est ça. On va prendre le temps qu'on a besoin, fait, parce que août, septembre, ça reste des gros mois. C'est des grosses années. C'est ça, dans notre culture de trail ici au Québec, en fonction de notre météo, au mois d'août, on a des événements beaucoup, à commencer par l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, où j'ai l'occasion d'agir à titre de directrice de course depuis 2 ans déjà. On va s'enligner sur une 3e édition. C'est, encore une fois, ça, c'est un autre affaire. En fait, ça, je me pose pas la question si c'est oui ou si c'est non. C'est toujours oui parce que Raph Marchand, qui est l'instigateur de ce projet-là, qui travaille avec des gens exceptionnels, Isabelle, Gilles, Vanessa, c'est tout du monde de cœur. C'est du monde qui ont le goût de faire un événement wow, puis qu'ils réussissent. C'est incroyable quand même qu'après seulement 2 événements, tout soit aussi rodé. Fred, t'as participé cette année au 100 kilos, là. Viens-t'en donc jaser. Ouais, c'est ça. Va avec Yannick, là, parce que là, c'est moi qui pose les questions, dans le fond, là. C'était ton premier 100 kilos trail, toi? Oui, exact. C'était mon premier
Exact. 100 km, le dernier que j'avais fait, c'est en 80. Le build-up, ça avait été 50, 80, 100. Puis le 100, j'avais entendu parler que le fjord, c'était pas pour les doux. Non. Fait que j'ai été servi cette année. En frais de pas doux. Ouais. En Fred Podou, parce qu'en fait, nous, on a reçu Fred, Marc-André puis moi au podcast, l'épisode numéro 76. Fait qu'en septembre 2022, pendant que t'étais en train de traverser le Québec avec ta vanne, dans laquelle tu ne servais pas de café, à ce moment-là, tu ramassais des fonds pour le cancer du sein, si ma mémoire est bonne, en l'honneur de ta maman, que tu nous disais que tu ne courais pas. Non, mais en fait, oui, je courais. Oui, tu courais, mais tu te décrivais comme un gars qui courait pas. J'étais pas un coureur. Tu sais, j'avais pas dans ma tête, j'avais pas encore ce statut-là privilégié build-up, de coureur. J'étais en train de me forger. Comme... Montréal, cette île, c'était pas un coureur. Je me disais que l'autre bord de ce défi-là, j'allais, si j'aimais ça, puis si je le complétais, là, je pourrais dire, ouais, ok, là. Tu méritais le titre de coureur. Mais tu sais, quand on s'est parlé, ce qui était important de savoir, c'est que j'étais dans un mindset un peu weird. Je venais juste de me blesser la journée d'avant. Okay. Je venais d'arriver dans ce camping-là parce que j'étais plus capable de courir. Fait que mon niveau de confiance en moi était à moins 1000. Tu sais, j'étais arrivé là-bas puis j'étais comme, c'est fini. C'est fini, j'ai une tendinite. C'est pas une périostite, mais c'était comme le muscle sur le côté qui fait que ton pied lève. Je redescendais vers Saint-Tite parce que je faisais comme c'était tout le temps comme je parquais ma vanne, je divisais ça en 30 km, je mettais ma vanne au milieu. Je faisais 7.5 out, je revenais. Ça me donnait un 15, je faisais un break là, genre de ravito à ma vanne. Je refaisais la même chose vers le bord. Fait que sur le 30 linéaire, j'en couvrais 15, tu sais. Fait que bref, là, j'étais sur le retour en descendant vers Saint-Tite-des-Caps, puis en descendant, en retenant tout le temps mon pied. À un moment donné, j'ai senti ça pincer et ça a été foudroyant. Après ça, et là, je me suis trouvé un spot où aller parquer ma vanne puis passer du temps. Puis là, on s'est enregistré ce jour-là. Dans un camping où est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit, Internet était boboche. Puis moi, j'étais à mon niveau c'est ça, mon mindset était à moins 1000. Il y avait du bruit, c'était difficile. C'était difficile, mais tu sais, c'est une première expérience. Fait que tu peux pas avoir plus cru vrai que ça. C'était quand même une belle première rencontre. Regarde, tu vois, on est là 2 ans plus tard. Je me disais ça en m'en venant dans mon char tantôt, puis je me disais, hey, ça fait 2 ans qu'on se parlait la première fois, puis tu nous disais comment est-ce que c'est ça, tu courais pas, puis que t'étais pas un coureur, puis là, t'as participé à ton premier 100 kilos en trail. Ouais, c'est quelque chose. Honnêtement, j'étais quand même stressé, mais aussi quand même confiant, parce que, comme je disais, on avait fait le cryo au travers de l'hiver, fait que j'avais pas eu de longue pause. Long arrêt, tu sais. J'ai eu, c'est comme dans ma tête, c'était pas une pause si j'étais en train de récupérer de une course que je venais de faire. C'est comme c'est legit, t'as besoin de ça, laisse ton corps revenir, puis après ça recommencer. Puis je trouvais que le timing était bon. Fin février, mars, avril, les trails, ça fond, ça draine, t'en retombes comme top shape, je faisais un peu de gym, tout ça pour me garder en forme le plus possible. Puis là, on recommence d'un trail, tu sais, fait que je trouvais ça comme parfait comme timing pour faire un défi d'hiver. Après ça, tout l'été, ben là, j'ai été avec le café dans beaucoup d'événements de trail, fait que tu sais, ça m'a gardé hyped. Puis, mais tu sais, ça, j'ai couru quand même beaucoup, j'ai mis beaucoup de volume. Je mets pas grand-chose sur Strava, je suis pas le gars qui enregistre beaucoup, j'y vais au feeling. Honnêtement, je connais mon corps de plus en plus, puis ce défi-là justement que j'ai fait il y a 2 ans, c'est la plus belle affaire qui pouvait m'arriver pour apprendre sur la course, puis apprendre sur moi. Parce que tu sais, j'ai développé mon corps au fur et à mesure que je faisais ce défi-là, fait que j'ai comme trouvé ma zone, tu sais, j'ai chaque petite chose, tu sais, c'est ça que je faisais dans le fond à tous les jours. Je me levais, je mangeais, puis j'allais courir. C'était ça ma job de la journée, tu sais. Fait qu'à tous les jours, tout ce que j'avais à faire, c'était filer comment je me sens. Tu sais, les choses qui marchent, comment me pacer, tout ça. J'ai tout trouvé ça un peu sur le tas, là. Puis crème, après ça, ben, quand tu veux appliquer ça au day-to-day, c'est comme un condensé d'expérience, tu sais, que tu bâtis j'ai le goût de dire en des années, condensé en 47 jours straight. À juste faire ça. Fait que ça m'a servi beaucoup, puis tu vois... C'est non recommandé, ceci étant dit. Non, c'est mais ça. Je voudrais pas minimiser ce que t'as fait. C'est ça. Fait que tu sais, quand j'étais arrivé sur le départ du 100, j'avais aussi confiance en mon bagage, puis un peu la learning curve dans le trail. Puis quand j'étais arrivé là, ben j'avais hâte, tu sais, puis ce qui me drive, c'est souvent le défi. Si j'y crois,
dans ma tête, c'est pas assez. J'ai besoin de sentir que j'ai un doute. Sans que ce soit pas raisonnable, là, puis complètement con. Tu sais, je me prépare en conséquence, puis je prends ça très au sérieux. Mais sauf que j'ai besoin d'un doute. Si j'ai pas ce doute-là, qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Fait que je suis allé sur le sang, je suis allé en reconnaissance. La première fois, je doutais assez que je suis allé en reconnaissance, que je le fais jamais parce que j'avais ça pour mourir, marcher dans mes traces. Si tu me fais faire une course, il faut que je fasse un aller-retour, genre, I'm out. Je fais pas ça. J'aime ça quand c'est linéaire, quand c'est genre, je découvre, ça me drive, tu sais, de pas savoir. Tu sais, je me prépare sur un type de terrain, mais je me prépare pas sur le terrain. Fait que ça, c'est vraiment important pour moi. Fait que quand je suis arrivé là, j'avais fait une petite section que j'avais su qui était un peu plus tough. Qui était laquelle? Quand tu rentres dans le ZEC. OK. Ouais. Fait que j'étais allé faire le ZEC. J'ai compris. OK? Puis, il faisait beau, là. C'était sec. Puis, quand on est arrivé là, il a mouillé jusqu'à 3h du matin. Il tombait des cordes. Puis, on partait à 5. Tu te rappelles? Ben, en fait, c'est la fin de semaine qu'on avait eu droit à un genre de restant de queue d'ouragan. Exact. Que Raph parlait, me semble que c'est le jeudi qu'il avait mis sur les réseaux sociaux que les trails étaient secs, que c'était beau, puis j'ai dit jinx-toi pas de même, mon gars, fais pas ça. Et comme de fait, dans la nuit du samedi au dimanche, on a eu à l'Anse-Saint-Jean un genre de 2 heures dans laquelle il est tombé 50 000 mètres de pluie. 2 heures. Hey, c'était l'enfer. L'enfer, je me rappelle, on est parti, on a fait une première section, c'était correct, c'était plat, puis aussitôt qu'on a monté dans la montagne, en arrière de la montagne blanche, là. Ouais, exact. My God. Là, tu vois tous les petits ruisseaux, ça devient des simili-rivières, là, tu sais, les trails sont limites, puis là, il y a des bouts que les trails sont dans l'eau. T'arrives en haut, les roches sont coulantes comme jamais. Tu sais, je voyais du monde tomber, là. Hey, ça avait l'air de faire mal. Je suis pas tombé, puis je suis vraiment chanceux, mais il y a du monde qui sont sûrement fait mal au coccyx. Ça faisait les quilles, là. Hey, en tout cas, anyway, après ça, on redescendait quand on repartait du pic. Puis là, on avait une vue, mais mon Dieu, cette vue-là avait pas de bon sens. C'est magnifique, ça. C'était fou, là. C'était fou, parce qu'on était comme au-dessus des nuages. En fait, c'est comme une stime qui se levait. Ça donnait l'impression d'être au-dessus des nuages avec une vue sur le fjord. Ça avait pas l'air vrai. C'était tellement beau, là. Fait qu'on redescend de ça, puis là, on commence à rentrer dans la swamp. Puis dans les trails qui deviennent des ruisseaux, fait qu'on courait dans l'eau. Puis tu jumpais des ruisseaux, puis là, des fois, tu tombais dedans. Anyways, j'ai passé 20 heures les pieds trempes. Puis, tu sais, là, les vidéos qu'on voit, genre, des pieds, là, qui ont l'air de des cerveaux blancs, transparents, là. Genre, ça m'est arrivé. C'est ça. Et man, ça fait peur. Ça fait peur. Puis, tu sais, en tout cas, fait que, anyway, fait qu'on fait la course, tout ça, c'était que de la boîte. Et je me rappelle, j'étais envoyé des vocaux, Yann, je sais pas si tu te rappelles, je suis passé tout douette. Genre, j'étais tellement concentré à y dire comment ça se passait que j'ai complètement oublié de checker c'était où la race. J'étais rendu dans les rues, il y a une madame qui me regarde et me dit, c'est pas ici la course? Oh, oui, c'est vrai. Je revirais de bord, j'ai genre passé vraiment tout douette, là. Anyways, fait que j'essayais de faire du live un peu, juste pour rire. Tu sais, j'aime ça avoir du plaisir aussi quand je le fais. Fait que bref, on continue là-dedans, puis mais c'était tellement boiteux là. Puis tu sais, j'ai vu du monde laisser leur âme dans cette course-là, je te jure là, genre tu sais j'aurais le goût de dire un manque de préparation sur l'alimentation, l'hydratation, sur qu'est-ce que t'amènes avec toi. Tu sais, autant l'organisation va te le dire, t'as une belle liste des choses obligatoires, ta préparation sur le niveau, mettons, tu sais, toutes les électrolytes que tu traînes, la quantité d'eau qu'on traîne, tu sais, le 2 gourdes, 3 gourdes, ça compte. Puis il y a des sections, il y a du dénivelé, tu sais, ça va avec le temps aussi, ton pace, comment tu vas passer dans les trails, tu sais. Anyways, fait que j'ai vu, genre, des gens, là, on commençait, là, on avait même pas le tissière de fait, blanc comme des draps, crampé de la tête aux pieds, obligé de se coucher à terre, relaxer, respirer. Anyways. Fait que j'en ai sauvé 2, j'ai le goût de dire, sauvé. Oh, ouais, vraiment, là, tu sais, il y en a un, quand j'étais arrivé, il était tellement blanc, il était vert, puis il y avait absolument rien sur lui. Il y avait nothing. Pas d'électrolytes, pas d'aliments. Il y avait rien. Pas de sucre. Moi, j'avais un surplus de stock. On était en début de course. Fait que j'avais un surplus de stock. J'ai donné plein de pocs d'électrolytes. J'ai donné un 500 ml. J'en avais 3. Puis j'en avais juste besoin 2. C'est une petite section. J'en avais juste trop. Une chance pour lui, j'ai le goût de dire. Puis j'ai tout donné ça, j'ai fait coucher à terre, relaxer, puis prendre ça, puis j'ai dit, tu repars dans 20 minutes, man, puis Mais tu vois, ça rejoint beaucoup qu'est-ce qu'on jasait, tantôt, comme hier, bref, dans l'épisode de Pas sorti du bois, où est-ce qu'on disait que
d'avoir de l'expérience, puis que les organisations qui demandent des courses pour sign in dans un événement comme ça, ben ça justifie amplement ça. Ton propos est clairement justificatif de ça, là. Ah non, 100%. Puis, tu sais, mais à un moment donné, l'organisation, ils peuvent en faire jusqu'à un certain point. Mais tu sais, contrôler tout le monde un par un. Là, je sais qu'ils faisaient des check-ups aléatoires, là, qu'ils disaient dans la course. Puis avec raison. Tu sais, puis il faut que le monde, j'ai pas le goût de dire, ait peur, là, mais tu sais, il faut qu'ils prennent ça au sérieux. Ben, tu sais, comme, ben là, toi, tu te rappelleras peut-être pas, mais toi, Yann, tu vas t'en rappeler, là, tu sais, de l'année à l'UTHC. C'était-tu 2019? Ils ont disqualifié beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont été disqualifiés parce qu'il y avait pas de matériel obligatoire. Puis à l'époque, c'était Jean Fortier du QMT qui était directeur de course, puis je pense qu'il avait décidé de passer un peu un message. Je veux pas le paraphraser, mais les matériels obligatoires étaient pas pris nécessairement au sérieux. C'est ça. Parce que il y en a partout des matériels obligatoires, puis chaque événement, faut faire confiance aux organisateurs. Si le directeur de course, si l'équipe en place dit que ça te prend 3 gourdes de 500 ml plus une couverture de survie, ça te prend ça. Coupe-la pas en 2 pour économiser 0.3 grammes. Parce que c'était ça qui est arrivé. Il y a des gens qui s'étaient fait disqualifier pour une couverture de survie coupée en 2. Entre nous autres, c'est pas ça qui fait une différence. Mais cette année-là, tu sais, on se rappelle, c'est-tu l'année... Non, c'est pas l'année que c'était complètement gelé avec la neige au départ. Ça, c'était l'année d'avant. Ouais, mais il y avait eu des gens, c'est ça, ouais, en situation d'hypothermie. Oui, exact. Puis moi, j'attendais mes amis sur le 125, puis il s'était mis à neiger. Ouais. 1, 3, 4, 5 septembre, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Puis même cette année-là, si je me trompe pas, comment il s'appelle, le Pierre, voyons. La grande tournée en vélo. Pierre Lavoie. Pierre Lavoie, pardon. Donc, Pierre Lavoie était l'ambassadeur, l'espèce de président d'honneur, et s'était fait disqualifier. Parce qu'il avait oublié quelque chose. Ah, je me rappelle pas de ça, par exemple. Ton président d'honneur, je me rappelle pas de ça. Ton porte-parole le temps d'un événement, se fait disqualifier, puis si je me trompe pas, c'est ça qui est arrivé. Puis je me rappelle d'un podium où les 3 premiers s'étaient fait disqualifier, fait que tu finis 4e, t'es le gagnant. Tout ça pour dire qu'il y avait un message à passer parce que les organisateurs de course au Québec, les directeurs de course remarquaient que les gens avaient moins de matériel obligatoire que ce qui était prévu. Mais c'est nécessaire. Ils sont pas là pour vous faire chier. Puis il y a pas une course qui se dit on va mettre 4 gourdes parce que ça leur tente. Ça nous tente qu'ils courent avec beaucoup de stock puis ça nous tente de les déranger. Non. Non, parce qu'il y a des longues périodes. Puis chaque course a ses particularités. Les Chic Choc ont leur enjeu. Le Fjord a son enjeu. Le QMT a son enjeu. Arigana, t'as des 23-24 km en autonomie. Des longues sections, Quand t'es sur un 125, t'es rendu au kilomètre 80, puis t'as 24 km entre 2 ravitaux. C'est une affaire de 4-5 heures pour certains. Fait que si tu demandes plus que 1 litre d'eau, il y a une raison pour ça. Fait qu'il faut faire confiance aux organisations. Là. Exact. Exact. Ouais, c'est ça, c'est important de prendre ça au sérieux. Puis tu sais, on a eu une section là que je me rappelle juste avant le quai de Petit Saguenay. La forêt enchantée, la forêt magique, ouais, je sais pas quoi, là, mais bref, de quoi avec des petites ailes qui pétillent, là. Ça monte sur un méchant temps, genre. C'est quasiment comme monter une échelle, là. Ça veut juste pas rapport. Puis, ils ont rajouté quelques kilos dans cette section-là. Puis, il y en a qui ont pas vu ça aller, puis qui sont arrivés short en eau. Et c'est là que j'ai vraiment vu du monde casser. Vraiment, là, et mentalement et physiquement, là, genre, ça faisait juste monter. Puis, tu sais, c'était une journée qui était, tu sais, chaude, pas chaude, là. Tu sais, juste limite. Ouais. Il fait chaud. Quand t'es au soleil, c'est comme vivable plate. C'est ça, exact. La seule section qu'on a eu du soleil puis j'ai eu chaud, c'est ce moment-là en plus. Mais moi, j'étais arrivé à 3 gourdes dans cette section-là, puis une mèche, j'étais arrivé short, même avec 3 gourdes. Puis ce qui devait être un 10, je pense qu'il est devenu un 15. Puis on avait un genre de condensé de 5 ou 600 mètres des plus sur ce petit 15-là. C'est steep, c'est quand même beaucoup. C'est du volume condensé, puis on est à mi-chemin dans la race. Là. On arrive à... On va toucher le 40 coques, presque 50. C'est quelque chose, tu sais. Puis après ça, tu t'en vas, tu vas traverser les Poètes pour te rendre jusqu'à Pont-Couvert 2. Ouais, juste en fait, tu passes par la Chasse-Pinte, puis là, tu repasses par le Pont-Couvert. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, ce bout-là, j'en ai vu casser rentrer là, à Petit Saguenay puis se poser la question s'il continuait. Là. Ben écoute, moi, j'ai passé une grande partie de la journée au Pont-Couvert, puis après ça, j'ai migré vers l'arrivée du 50, qui est la Chasse-Pinte. En fait, c'est là que je t'ai vu. Puis, il y avait déjà pas des zombies, mais
Mais, puis tu sais, t'es pas arrivé, t'as 50 kilos de fête, là. T'as la moitié de fête quand tu passes là, puis... C'est un point tournant pour n'importe quelle course. Ouais. Le mi-parcours sur du très long. Mais l'affaire... T'es raide, puis t'en restes aussi long. C'est que t'es pas rendu au Mont-Édouard. T'as pas monté le Mont-Édouard. Puis le Mont-Édouard, tu sais, pour ceux qui s'inscrivent, mettons, tu sais, au 10 km, qui n'est pas un 10, qui est un 12, qui a 700 mètres de dénivelé positif, c'est pas une entrée de gamme, même si c'est un 10 kilos, tu sais. Mais là, eux autres, ils arrivent au Mont-Aide, là-dedans, là. Fait que là, ça monte, puis là, après ça, t'as comme l'espèce de boucle par rapport dans ZEC, pour après ça revenir, puis redescendre, puis te rendre à l'arrivée, tu sais. Il y a du monde blême qui arrivait le dimanche matin, là, en disant comme, ouais, c'est une des affaires les plus tough que j'ai faites, là. Je revois Tony qui s'entraîne avec nous à Sto, qui lui il a participé au Grand Raid de la Réunion l'année passée. C'est quelle distance qu'il a faite? Il me semble que c'est le 100 kilos. Puis il est arrivé là, il était blême, là. Tony il est foncé, là. Il était très blême. Et c'était comme, parfait, ça a bien été, mon chum! C'est pour vrai, tu sais, c'est... Mais c'est facile, les courses au Québec. Mais c'est ça! C'est roulant, le Québec. C'est roulant, le Québec, exact. On a vraiment des parcours extrêmement relevés, puis des histoires comme ça, on en entend des dizaines, puis le Fjord du Saguenay, c'est un parcours qui est hyper tough. Quand ils ont annoncé cette course-là, moi, je l'ai pas encore faite, c'est sur la bucket list. On va-tu t'y voir, ouais? Un jour, c'est sûr, sur ça, il est sur la bucket list. Pas cette année, malheureusement, mais c'est sûr. Mais il y a une raison pourquoi je me dépêche pas y aller. C'est que j'ai vu les parcours, je fais faut être guiré pour y aller. Oh ouais, vraiment. Quand je vais y aller, je vais être prêt. Tu sais, Raph, lui, il trippe dans son coin de pays, oui. là, tu sais, il capote, là. C'est magnifique. Là. Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est tellement... Tu sais, c'est pas pour tout le monde, là. Il faut que tu sois prêt à aller là, puis tu sais, moi, mon rôle... cette journée-là, puis tu sais, Raph en a glissé un mot en n'en glissant pas de mots la semaine passée dans le party de Noël de Pas sorti du bois, tu sais. Moi, je me ramasse toujours avec la tâche de couper les gens. C'est toujours moi qui ai pigé pour ça. Puis, tu sais, les gens, ils le prennent pas nécessairement. C'est normal. Mais... Ben, en fait, là, je pourrais avoir un petit bémol avec ce que tu dis. Je trouve ça c'est normal d'être déçu. Oui. C'est normal que ça fasse pas ton affaire. C'est pas normal que je me fasse crier après pendant une demi-heure. C'est ça pour ta sécurité. Je n'exagère pas. Ouais. Non, ça marche pas. Mais, tu sais, c'est ça. C'est pas, vous le faites. c'est pas un terrain qui est commode. Exact. Fait que, tu sais, tu peux pas juste dire, ben, t'avances pas pour XY raison. Puis là, tu sais, les gens qui étaient là, les gens qu'il a fallu arrêter, c'est pas parce qu'ils étaient cassés non plus. Puis c'est là que c'est crève-cœur, en fait, parce que définitivement, ces gens-là, ils étaient en forme pour continuer. Avancer lentement, mais avancer quand même. Sauf que, à un moment donné, ça prend comme une fin. Exact. Puis, on a des gens qui sont en place pendant une fin de semaine de temps. On a une organisation qui dort pas pendant une fin de semaine de temps parce qu'on a des gens sur le parcours pendant toute la fin de semaine. Fait que, tu sais, un moment donné, c'est comme... C'est dommage, mais c'est fini pour toi. Exact. Fin à la ligne. Tu peux essayer de négocier, tu peux essayer... Tu sais, je veux dire, comme je disais à Raph, on s'entend, là. Il y a personne à 10 minutes près dans sa vie, c'est pas ça le point. Sauf que quand mon fermeur est parti, Exact. J'enverrai pas quelqu'un derrière le fermeur puis caler le fermeur à la radio. Ouais, faudrait que t'arrêtes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est les règles du jeu. Mais c'est ça. Il y a 3 périodes de hockey de 20 minutes chacune. C'est ça. Entre elles, chaque événement a son cut-off, mais c'est plate, ça fait partie. Puis encore là, faisons confiance aux organisateurs. Il y a un calcul qui est fait. Oui, il y a un calcul logistique avec tes bénévoles, avec ton temps d'événement. Il y a un calcul aussi que si ça t'a pris tant de temps faire cette portion-là, eux savent ce qui s'en vient. C'est ça. Puis si on calcule que le temps limite, c'est 18 heures à tel ravito, si tu passes à 18h15, c'est crève-cœur. Mais nous, on calcule comme organisation que si t'as fait cette première portion-là en autant de temps, ça va t'en prendre X temps la deuxième moitié. Ça le fera pas sa deuxième moitié, c'est ça. Exact. C'est une course. Dans le sens où il y a rien qui nous empêche de se lancer sur des défis personnels puis de les faire selon nos termes. Mais quand tu t'inscris à une course, t'acceptes les termes.
C'est pas négociable. C'est ça. Ça fait partie de la game. Exactement. Autant crève-cœur que ça peut être, hein. C'est tout à fait légitime de se dire, j'ai encore des jambes, je pense que je peux continuer. Puis c'est peut-être vraiment le cas, en fait. Mais les règles sont ça. Au golf, il y a 18 trous. Tu peux pas décider que tu vas être meilleur au 19e. Il existe pas. C'est ça. C'est ça entre elles aussi. La course termine à telle heure. C'est triste. Si je peux, en finissant, juste pour l'organisation, tu sais, c'était un méchant défi, et pour moi, mais pour beaucoup de monde. On est parti 76, on a fini 46. Puis, tu sais, il y a une raison pour ça. Il y avait des conditions, comme j'ai dit. Mais tu sais, c'est un terrain qui te challenge. Tu vas avoir des condensés de D+, tu vas avoir du technique, mais genre à un autre niveau. Puis certainement, quand la pluie s'en mêle, c'est encore plus à un autre niveau. C'est beaucoup plus taxant. C'est ça m'a amené à plein de places. Moi, comme n'importe qui d'autre qui a pris le départ du 100. Mais ce qui est vraiment important de mentionner ici, là, c'est la qualité de cet événement-là pour une deuxième année. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Comment ils sont... Tu sais, j'ai fait le QMT 2 ans en ligne. J'étais là comme café cette année au Ravito, c'était à Saint-Tite. Tu sais, le QMT, c'est rodé par-dessus rodé. Hein? C'est pas leur premier rodéo. Mais le Fjord, c'est leur deuxième année et j'avais la même vibe que le QMT, j'ai le goût de te dire, en termes d'organisation. Quand je suis rentré là au Ravito de la grange. Oh, mais là, écoute. Oh my Excuse-moi. God. Excuse-moi. Est-ce que toi, t'as eu de la poutine? Non, mais oui, mais c'est exact. Mais pas une poutine. Mais ça, là. Pas une poutine micro-ondes, là. Excuse, attends, j'avais une friteuse. J'avais du fromage frais. Tu comprends-tu? J'avais 2 madames en arrivant qui m'ont accueilli, Fred. genre, là. Ces femmes-là, c'est entre autres la mère à Raph. Pis c'est chum de femmes. Ben genre, tu comprends-tu? Ils descendent de Trois-Rivières pour faire ça. Ouais. Elles sont incroyables. Mais-en. Est-ce que toi, ils ont chanté Important. quand t'es arrivé? C'est exactement ça. Ils sont Écoute ça. malades. Ça allait vraiment pas bien parce que j'avais comme une tendinite de l'ischio droit à partir de Pont-Couvert 2, là. C'était comme là, c'est all break loose. Puis là, j'étais parti pour un marathon avec ce shit-là. Anyways. Fait que je suis arrivé là, puis là, genre, j'étais à tâton, puis là, j'étais dans Pain Cave, deep dedans, genre. Puis là, t'entends les matins. Mais c'est elles qui m'ont sorti de là. Qui chantent. Ouais, au loin. Oui! Là, t'approches, tu traverses la rue, tu passes la petite headset, puis là, t'arrives sur le terrain, puis là, tout le monde applaudit, puis c'est comme si c'était un finish. Tu sais, l'énergie du finish, là. Non, mais ils sont incroyables. C'était ça que j'ai eu. Genre, pis c'est ça qui m'a sorti. J'étais allé m'asseoir à la table. En fait, j'étais debout avec elle. Puis j'ai des photos de ça parce que j'étais en train de parler avec elle. Il me boost d'énergie, genre. Le ravito de la grange, là. Ouais, c'est un highlight. comprends pas pourquoi il a pas gagné la Racine d'or, comprends-tu? Ouais, sérieusement, je leur On va mettre quelqu'un sur le comité là-dessus, ouais, c'est ça, là. Ouais. clin d'œil. On va donner de l'argent à quelqu'un pour que les matantes du ravito de la grange à l'UTFS aient un prix quelconque qui leur donne un hostie de gros 100%. tronc. La vibe. Ils sont trop bonnes. La vibe, un prix du public. Mais la vibe, mais la le nourriture. Prix du barista. Le menu, hein? T'as-tu goûté à la tarte au bleuet? Mais demande-moi donc si c'est pas pour ça que j'y retourne. Fait que j'ai eu une petite poutine, j'ai eu de la tarte au bleuet. T'as-tu de la soupe aux gourganes? Non, j'ai pas pris de soupe. Tu n'as pas pris? Non. Ah, ben là, c'est ça. Mais il fallait qu'il court, là. Mais non, mais là, au Pont-Couvert, là, il y avait de la tourtière puis il y avait de la soupe aux gourganes. Excusez, c'est un repas chez nous, ça. Ouais, ben, en tout cas, fait ça, là, pour moi, c'est mon highlight. Il y avait du ketchup pour mettre sur ta tourtière, excuse-moi. Les ravitaux, en général, honnêtement, de cet événement-là, sont à un autre niveau. Le QMT est quelque chose, là, on s'entend, c'est quand même de la classe, là. Mais ça, là, ça vient avec une vibe, ça vient avec une saveur locale. Parce que là, t'as du produit du Saguenay. Ils sont fiers, les gens du Saguenay, hein, de leurs produits. Fait que, tu le sens. Fait que, sérieux, ça compte. Ça fait partie de l'expérience, pis ça compte. Fait que cette organisation-là, cet événement-là, pour moi, c'est mon highlight ever jusqu'à date. J'en ai pas fait des milliers, mais sérieusement, ça va être dur à battre. Ça va être vraiment dur à battre. On va le prendre. Bon, mais voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus. J'ai absolument rien à rajouter là-dessus. À part, le changement de parcours de dernière minute du 100 mètres. On en a parlé, moi, quand j'ai reçu Joël au podcast, elle nous a raconté ça. Elle a fait l'édition 1 qui était le parcours original, sur papier. Ouais. Et 2024 était un parcours... édition bouclée. On s'en va sur une scène. Misère. Misère. Ça, c'était quand même quelque chose, là, de prendre cette décision-là, dernière minute, de revirer ça de bord derrière, tout. C'est un défi immense. Et c'est incroyable. Je regarde notre deuxième course sur la liste de ce qu'on veut parler, puis eux, ils ont goûté de plein fouet. Ben, écoute. Mais c'est un peu la même affaire. Ben, c'est ça, exact. Le Chef du Diable, l'année passée, c'est rough, là. Ben, en fait, tu sais, c'était l'édition retour.
qu'il n'y avait pas eu d'événements depuis la pandémie, si ma mémoire est bonne. Moi, dans le fond, Tout Trail était partenaire. J'avais quelqu'un qui allait là-bas pour passer la journée avec la direction de course, puis faire un épisode live là-bas, puis tu sais, comme... C'est ça, quoi de bien? Puis Anne-Marie m'écrit, celle qui devait y aller, elle m'écrit au courant de la semaine parce que, tu sais, on l'avait vu venir, un peu l'alerte météo, puis elle reste dans le coin de Portneuf, elle reste dans un rang, puis elle m'avait dit, pour venir chez nous, il y a 2 ponts. Il y en a un qui est en construction, puis l'autre, quand l'eau monte, il est pas accessible, le pont. Fait que ça se peut que je sois pas capable de sortir de chez nous. Les gens de Lac-Beauport comprennent. C'est sûr, de l'autre bord des petits ponts ici. Oui, là, exact. Qui deviennent enclavés dès qu'ils tombent 10 mm. 3 mm de pluie, là, ben c'est ça. Fait que là, j'étais comme, parfait, je vais essayer de me trouver, tu sais, un plan B. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que... La veille, j'étais allée porter la tente Tout Trail chez un couple de clients qui couraient là-bas. Fait que là, je leur avais dit, tu sais, mettons, là, que si jamais il y avait quelque chose, là, tu serais-tu capable de faire quelque chose, blablabla. Fait que, tu sais, essaye de trouver un plan B. B, C, D. Puis là, le vendredi soir, je suis couchée dans mon lit, au Vébron, en train d'essayer de régler ça. Là, il y a ma Anne-Marie qui m'écrit, elle me dit, Marie, je pourrais pas être là demain. Parfait. Bon. Là, il est 10h. Fait que là... La course prend le départ. Tantôt, là. Fait que là, j'essaye de trouver 1001 solutions. Puis tu sais, c'est la première fois que je fais ça, là. Tu sais, dire de donner le mandat à quelqu'un d'autre, d'enregistrer des choses à ma place. Fait que là, c'est comme... ça me demande, là, tu sais. Fait que là, je suis comme, hostie, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, j'écris à ceux que je connais qui sont là, t'es-tu capable de comme, tu sais, avoir du footage un peu live, tu sais, de qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis on se fera de quoi de wrap-up avec l'organisation, tout ça. Puis tu sais, ça va être cool pareil. Fait que là, j'écris à Penny de l'organisation, puis là, je suis comme, je suis vraiment désolée. Mais là, Anne-Marie, elle pourra pas y aller. Puis là, elle me dit... Écoute, arrête, là, ça aura pas lieu. Il y en aura pas d'événement. Là, j'étais comme, oh man. On n'a pas vu ça souvent. Des huge, là. Des événements de trail annulés à 24 heures d'avis. Même pas. Même à 3h30 d'avis. Même pas. En fait, c'est ça, tu sais, il était 10h30 le soir, là. Ça prend le départ à 6-7 le lendemain. Ben, c'est ça, tu sais. Ça n'a aucun sens. Fait que, tu sais, c'est même pas 12 heures. Fait que, tu sais, tu te dis, là, aïe, c'est une édition retour. Ils ont travaillé fort là, pas que les autres travaillent pas fort, mais tu veux dire, tu ramènes quelque chose. C'est tous des bénévoles qui ramènent quelque chose. Tu sais, tout le monde est comme dans un contexte qui est pas facile, peu importe pour qui. Ben non, c'est ça. On va le répéter, mais quand je vois, parenthèse, mais quand je vois du monde se plaindre sur les prix des courses au Québec, comme quoi ça a pas de sens. Ouais, t'es un fier défendeur de moi, ça, toi, récemment, je me suis pogné sur les groupes parce que je veux défendre parce que on s'entend. Personne roule sur l'or au Québec. Il y a pas de directeur de course puis il y a pas d'organisation qui font ça pour se dire cette année, m'a rajouté un 80 km, moi me payer une Ferrari. C'est pas de même ça marche. Puis il y en a beaucoup là-dedans que c'est des bénévoles, hein? Ben, majoritairement, des gens à temps partiel qui se payent un quart de salaire sur le site avec... pas de salaire. Ben, c'est ça. La chute du diable, c'est un de ceux-là, c'est d'autant plus crève-cœur quand tu te dis ces gens-là mettent de leur temps personnel qui font pas autre chose. Ils mettent là-dessus tout leur cœur, tout leur amour, toute leur passion pour finalement à 6 heures du départ, devoir tirer la plug, c'est crève-cœur, ça a aucun sens. Ça fait mal au cœur, vraiment beaucoup. J'ai vraiment eu beaucoup de peine pour l'organisation de la chute. Tu sais, c'est plate pour les participants, on se comprend, mais tu sais, je veux dire... c'est ça. C'est ça. Mais de devoir prendre cette décision-là puis de te dire, là, t'as peu, là, on a engagé des frais. Ah, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à 6 heures de ton départ de course, on se comprend-tu que les factures que t'avais à payer... Ils vont passer. Ils sont pas mal payés. Ta location de peu importe quoi, de matériel, je veux dire... C'est ça, là. C'est un événement pas lieu, tu payes quand même. Exactement. Non, c'est rough, puis j'étais content de voir que ça va revenir. Oui. Tu sais, dans le sens que la pandémie a été rough, puis il y a des événements qu'on n'a pas vu revenir parce que il y avait des coûts, puis les dépenses qui ont pas eu de revenus ont juste tué l'événement, malheureusement, c'est super triste. Mais là, de voir que ça a été une année difficile, qu'on annule à la dernière seconde, qu'on défraye des coûts, mais qu'on revient quand même, ça, je trouvais que c'était une bonne nouvelle, là. Oui, vraiment. Puis ça va retourner sur
son moment de l'année habituel, en fait, là, à la fin du mois d'août, donc le 30 août prochain pour l'édition 2025. Je pense que ça va être chouette, là. Ils ont rajouté des formats plus courts parce que là, pour l'édition 2024, c'était comme concentré sur des distances plus longues. Là, on a vraiment pour tous les formats, là, de 75 à 5-6 kilos, je pense. Fait que, tu sais, ça va être un bel événement, quand même assez accessible, familial. Fait que je pense que oui, vraiment. Fait que tu sais, ça vaut la peine d'aller découvrir ce coin de pays-là si jamais vous le connaissez pas, puis d'encourager une organisation comme celle de la Chute du Diable qui a payé en tabarouette en 2024. Ouais, c'est ça. Ils méritent tout l'amour de la communauté trail en 2025. On leur vraiment beaucoup. Si vous cherchez une course quelque part dans ce bout-là, faites un petit détour par la Mauricie. Ouais. Puis la semaine d'après, on avait l'Ultra Trail des Chic-Chocs. C'est la 5e édition, mais c'était surtout la grande première de ces nouveaux parcours linéaires-là de 88 et 170 km, qui était un rêve de l'organisation depuis longtemps. Il y avait eu, dans le passé, en 2017, l'Ultra Trail du Mont Albert, défunt événement, qui avait eu un 100 000 une fois. Sur un parcours linéaire qui était pas tout à fait celui-là. Là, c'était le parcours parfait parce que t'as une organisation qui se termine au Mont-Albert. Tous les parcours terminent au gîte du Mont-Albert. C'est vrai, hein, parce que quand c'était l'Ultra Trail du Mont-Albert, ça finissait par le finish, mais dans un endroit random, là. Passer le Mont-Jacques-Cartier vraiment plus loin, 30-40 kilos. Fait que tu finissais ta course sur un chemin de gravel. Je sais même pas si on te donnait quelque chose. Je suis pas sûr. De l'eau, peut-être même pas. Non, elle était peut-être pas potable, mais bon. Autre controverse. Mais là, Éric Lévesque et l'équipe des Chic-Chocs rêvaient de ce parcours-là. Puis à un moment donné, tu fais tes calculs, puis tu regardes, puis si tu pars à un point de la réserve phonique de Matane, qui est c'est l'entrée, c'est l'accueil. Si tu connectes linéaire avec le Sentier international des Appalaches, tu te rends à 170,0 km au Mont-Albert. Fait que t'arrives pile sur une distance qui est quand même mythique. Tu calcules ton dénivelé, t'es de 1500 mètres, là. Tu l'arrondis, t'es pas mal à 10 000. T'es sur un sentier hyper technique. C'était comme naturel de le faire, mais après ça, ça prend toute la logistique d'être dans un endroit hyper reculé où le cellulaire pogne nulle part, où les Starlink savent même pas qu'ils existent. Tu sais, je veux dire, c'est reculé de chez reculé. Même les orignaux trouvent que c'est loin. C'est un parcours qui est extrêmement difficile. Les caribous, ils vont même pas. Puis, on a un Éric Lévesque qui, au-delà d'être le directeur de course, est un excellent coureur, un de nos meilleurs coureurs au Québec dans les formats 20, 30, 40 km, un gars très rapide, qui l'a fait en bout de détaché. Puis que là, on parle en tant qu'organisation, on discute des paramètres de cette course-là. Puis il nous dit ça, il a pris combien de temps à vitesse Éric Lévesque en 4-5 jours. En format détaché. En format détaché avec plusieurs semaines entre certaines portions. Puis tu te dis, OK, je veux dire, concrètement, ça va être quelque chose de très, 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 très long. Puis, quand tu penses à un événement aussi long, tu penses à tes têtes de course, tu te dis, hey, ça n'a pas de sens, un 100 000 qui se gagne en 30 heures, ça existe-tu dans le monde? Je pense pas. Mais tu penses au commun des mortels, aux mid-pack qui vont faire 140, 45, cut-off à 50 heures. On est quasiment rendu dans des cut-offs de courses de 150 000, tu sais. Fait que c'est un immense défi comme organisation. J'ai eu la chance de le vivre depuis que j'étais là en 2023, pardon. J'étais impliqué avec l'organisation, puis j'ai pu voir ces premiers balbutiements-là, puis cette annonce-là du 170 et du 88. Hein, on parle beaucoup du très très long, mais le 88, il est de la peau. Pas piqué des verres non plus. Ça se fait dans des temps. Pensez à un 125 km, pensez pas à un 88. Là. C'est très 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 technique, très très lent comme course. C'est magnifique par contre. Tu sais, ce que les Chic-Chocs t'offrent en difficulté, ils te l'offrent en beauté. Ça va être tough, ça va faire mal, tu vas monter Nicolas Albert, tu vas avoir l'impression de monter dans une échelle, mais c'est des roches, puis c'est pas le fun. Mais la vue en haut, c'est magnifique partout où tu passes. Fait que c'était un méchant trip. Tu sais, moi, j'étais pas là pour le courir, là. C'est sûr que ça fait 2 ans que je me pointe là pour travailler avec eux autres, puis je fais le 26 km Xalibu qui, je suis un ambassadeur de ce parcours-là, c'est magnifique. Je comprends. Mais de le vivre avec Éric, avec l'organisation, ravito en ravito, de voir le déploiement de ça, de voir les coureurs partir vraiment plus vite que les estimés d'Éric, puis de voir Éric qui me regarde en disant « Inquiète pas, on va être dans nos estimés », puis de voir la deuxième moitié de course donner une rince à tout le monde. C'était trippant. On était là. Moi, j'étais là principalement parce que je produisais un film documentaire sur cette première édition-là qui sort le 9 janvier, fait que j'ai pas le goût d'en dire plus, mais le 9 janvier,
watch party au camp de base ici même. La date exacte à confirmer, mais le film va sortir le 9 janvier partout sur les plateformes. Ça sera pas des diffusions exclusives payantes, ça va être on le pitch partout puis propager la bonne nouvelle, mais je pense que ça va montrer un peu c'est dans les extrêmes les Chic Chocs. Quand c'est beau comme rien d'autre. Quand c'est laid pis tough comme rien d'autre. Fait que voilà. C'est un beau privilège quand même de faire ça, hein. C'est trippant. En fait, c'est drôle parce que je repensais à mon année, puis j'en parlais dans l'autre portion d'épisode qu'on a fait avec Pas sorti du bois, de mon année a pris, le plan de match a pris le bord, puis ce qui est devenu les 2 highlights principales qui devaient être 2 courses que moi je participais, que moi je faisais, mes 2 highlights sont devenus les 2 moments où j'étais pas en train de courir, j'ai eu du fun comme coureur cette année, mais de vivre la Hard Rock comme média puis de vivre l'UTCC comme plein de tâches connexes. C'était mes 2 plus beaux trips de l'année, puis de vivre, puis de voir les coureurs être à petit saut à 4h du matin, le premier matin après une nuit complète, puis de voir des gens traverser la mi-parcours, certains détruits, d'autres encouragés en arrivant dans le ravito en chantant. C'était magnifique. Fait que... Non, moi, tu vois, là, quand on avait fait ça avec Jeff pour la première fois là, à l'Ultra Trail Forion, là, je me suis dit, hey, j'ai la chance de vivre quelque chose que peu de gens vont pouvoir vivre dans leur vie parce que tu peux pas être plus dedans que ça, là. Puis comme fan de ce sport-là, comme passionné de ce sport-là, comme fan des gens qui le pratiquent, c'est malade de voir des gens traverser ces épreuves-là puis de passer un ravito puis d'avoir 80 km dans les jambes. Ils viennent de faire, je sais pas, 16-18 heures de course puis il leur en reste probablement un autre 20-30. C'est exceptionnel d'être témoin de ça. T'sais. Mais au-delà de ceux qui le pratiquent, de ceux qui le gèrent. Ah. Tu sais, tu te dis, là, toi, comme coureur, t'avances. Exact. Tu sais, c'est dur, c'est tough, c'est fatigant, mais l'adrénaline que ça t'amène, la direction de course, de gérer du monde, de gérer une course, d'avancer là-dedans, c'est comme... Man, ça drive, là! C'est ce qu'on voulait faire avec le film aussi. Le concept, le personnage principal du film, c'est la course. C'est cette bébête-là qui est l'UTCC. Mais on le vit à travers 4 protagonistes. Puis le but était, l'idée de base, c'était on va mettre une caméra puis un micro pendant 48 heures sur un coureur. Puis une caméra puis un micro pendant 48 heures sur le directeur de course. Puis on va vivre la course à travers avant du rideau puis derrière le rideau. Puis Eric devient naturellement avec ce qu'on a réussi à enregistrer de lui. Pendant 48 heures, il fallait qu'il dise à Alexa, la réalisatrice, là, je m'en vais pisser, fait que enregistre pas ça. Puis il s'en allait pisser. Tu sais, c'était ça, je veux dire, il était miké 48 heures de temps. Il devient le narrateur sans qu'on ait scripté une seconde. Puis il est un narrateur exceptionnel, puis il nous raconte la course. Mais on a les moments les plus raw. Tu sais, c'est pas le film où tu vas te dire... Wow, c'est un beau sport qui est donc ben sain. Non, on va te montrer in your face c'est quoi le plus dur de ce sport-là. Puis je veux dire, c'est rough pour les coureurs qui passent d'un ravito à un autre qui sont pétés raides. Mais on vit aussi le moment où Eric, il est 12 heures assis à un ravito à voir les gens défiler parce que lui, comme directeur de course, c'est le fun, le premier qui est en fucking shape, qui est en train de battre un record. Ce qui l'intéresse, c'est le dernier. C'est le dernier. Qui se rend à bon port, que ce soit un DNF, un arrêt ou on continue. Sain et sauf, c'est ça son objectif. Comme, fait que, c'est de voir cette amplitude-là entre le premier et le dernier, puis sur des courses extrêmement longues, dans les Chic Chocs, il y a 14 heures de différence entre le premier et le dernier à mi-parcours. Mais ce bout-là, où t'as le directeur de course 12 heures de temps assis avec un CB qui pogne semi, avec les mouches grosses comme la GoPro qui est là, qui viennent de manger des morceaux de peau, ça fait tout le charme de ce film-là. Fait que ça va être cool. Je comprends. Ouais. On a hâte de l'écouter. 23 minutes de bonheur. Malade. Malade, mais je trouve ça le fun que les gens aient la possibilité de vivre ça puis de se rendre compte que justement derrière la course il y a des humains puis que ceci explique cela. Tu sais, on en a parlé tantôt, tu sais, mais sans faire, tu sais, sans ces gens-là, il y a pas de course. C'est, tu sais, t'as beau dire, OK, il se tire un salaire ou peu importe, là, tu sais, Eric, il se paye pas de Ferrari avec l'UTCC, là. Non. Il y a pas personne chez eux qui se paye une Ferrari avec son salaire. C'est des gens de passion, puis tout le monde au Québec fait ça, puis partout dans le monde, mais c'est la même affaire, à part peut-être les gens de l'UTMB, mais ça, c'est une autre affaire. C'est un autre monde. Puis ils ont créé quelque chose, ils méritent ce qu'ils ont. Après ça, on est pour ou contre, chacun a son opinion, mais ils l'ont créé dans les règles de l'art, puis c'est tout à leur honneur, mais comme tu dis, partout, c'est du monde de passion, puis j'étais allé à la Hard Rock, qui est une des courses les plus mythiques au monde, puis c'est toutes des bénévoles. Ils ont un salarié. Pour vrai, hein? Un salarié, c'est la course la plus
exigeante, réputée aux États-Unis avec la Western, puis une personne. Ah, ouais, Ta face vient de goûter à c'est bon, un pudding chômeur. OK. Ça a l'air d'être quelque chose. Ouais. T'avais-tu d'autres choses à dire sur l'Ultra Trail des Chic Chac avant que je reprenne une bouchée? Non, parle. Je pense qu'il faut que tu parles longtemps. Oui, parce que t'as comme envie de prendre une bouchée toi aussi, hein. Je te recommande fortement. Mais non, sans farce, je pense que l'Ultra Trail des Chic Chac ont été en mesure de livrer quelque chose de vraiment exceptionnel pour avoir parlé à plusieurs personnes qui ont participé. T'es d'accord sur le pudding chômeur? Hey, tabarouette. Merci, Frankie Johnny. Une chance qu'on a un bout de pudding chômeur à 3 parce que ça, c'est comme... On s'en 6 mois de course vient de se perdre de même. Si tu prends, on sait pas ce qu'il y a là-dedans, mais clairement... C'est correct. C'est ça fait partie de la beauté. On court pour ces raisons-là. Exactement. Exactement. Wow. Pour tout ce qu'il y a là, le pudding chômeur, la bière, tout. En tout cas. Ouais. Fait que 2025... Il se passe quoi du côté des Chic Chac? On vient avec une formule similaire, donc les mêmes distances, les distances pour enfants de 3 km jusqu'au 170. Aucune différence. Les distances pour enfants de 88 km. Exact. Voilà. Les inscriptions sont ouvertes. Ouais. Ça se remplit très, très vite, surtout le 23, 26, 45, parce que là, on parle des longues, mais le 23, c'est la boucle classique du Mont-Albert. C'est le parcours carte postale. Le 23, il est exceptionnel. Le 26, c'est un aller-retour sur Xalibu. Hey, ça, c'est beau. En dedans de 3h30, tu te pars du Québec, tu finis ça à la Lune, puis tu reviens au Québec. Puis pensez-y, là, c'est le fun à pacer. 26 km, t'en as 13 de montée, 13 consécutifs qui montent. Pensez au retour. Ah oui, puis il y a quand même 3 km qui se roule comme belle de l'asphalte. section qui se roule, c'est ça, exact, là. Exact. Parce que moi, tu vois, j'ai participé en 2017 à l'Ultra Trail du Mont-Albert. En fait, la dernière édition de l'Ultra Trail du Mont-Albert. Quand l'eau pouvait menacer. C'est ça, exactement. Mais la distance que j'avais faite, il n'y avait pas de menace sur l'eau. Fait que j'avais pas été malade, puis j'avais été capable de faire ma course, mais j'avais trouvé ça, là, tellement dépaysant, là. Puis on avait eu quand même la chance de passer par le Mont-Jacques-Cartier. Oh, wow. Puis de revenir, c'est un aller-retour, finalement, c'est un 42 kilos. Fait qu'on montait Xalibu, puis le Mont-Jacques-Cartier. Tu revenais sur tes pas. Tu revenais sur tes pas. Fait que la neige au mois de juillet, c'était vraiment spécial. Tu sais, de courir dans l'environnement du caribou. Ouais. On en parle donc du caribou forestier, puis le caribou de la Gaspésie, je veux dire, ça se compte sur 2 mains la quantité d'individus qui restent, puis tu t'en vas jouer dans leur territoire avec tout le respect qu'il y a, puis ça, c'est autre chose aussi, tu sais, c'est une course qui est extrêmement compliquée à organiser, de par son territoire reculé, de par le fait qu'il n'y a pas de Wi-Fi, ni de réseau, ni rien. La lumière se rend pas, je pense, c'est assez mais la course a des plans A, B, C pour chacun de ses parcours, parce que si la CEPAC dit, OK, il y a des caribous dans cette section-là, vous y allez pas pour la course. À 1 heure d'avis, faut que tu changes de parcours. Puis on l'a vécu en 2023, le 100 km le 113 est devenu un 100 km avec d'autres allers-retours parce qu'il y avait des coyotes. Puis, c'est ça. Mais si tu veux vraiment vivre la nature québécoise dans son plus simple élément, mais tu vois, ça me fait beaucoup penser c'est ça. À Cryo. Oui. Tu sais, moi, l'année que je l'ai fait, le plan de match a changé 1 heure avant de partir. Fait que, tu sais, je trouve que... C'est la nature qui décide. Ça t'oblige, cette résilience-là. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on va chercher, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant, tu sais, de dire, mais on reste ouvert à la possibilité de changement, puis t'as pas le choix, c'est juste ça, puis l'aventure est là. Exact. Fait que de le voir vraiment comme une aventure plutôt que comme... tu sais, vraiment une marche dans le parc, là. Tu sais, c'est ouais. Puis, en fait, si tu t'inscris à une course puis le parcours change parce que la nature a décidé comme ça, ben, c'est pas décevant. Ça fait partie, tu choisis un sport qui est impacté à 100% par l'environnement autour de lui, tu sais. Si tu veux faire du 10 km sur un tapis roulant, peu importe le jour que tu décides de le faire, ça va être ça. Ça va toujours être pareil. Du trail, les éléments ont toujours raison, puis c'est ce qui est beau aussi là-dedans d'avoir à se revirer sur un dizaine pour les organisations. Ça amène son lot de défis, mais pour les coureurs, c'est trippant, là. Mais faut le voir comme ça, sinon ça peut être décevant. T'sais. Oui, tu t'inscris au Chic Chac, tu vas pas là pour faire ton PB sur une distance XYZ. Ton PB vas là pour sur 170 km. Tu y vas pour une aventure. Ouais, puis je pense que c'est de la longue rando, c'est rapide par portion, c'est de la course, bien sûr, mais dans un territoire qui est reculé, qui est hostile, qui est technique, fait que ça vient avec, puis se faire ton PB 23 km,
fais-le autour de chez vous, dans ta rue. C'est pas là que tu vas le faire. Je te dirais que l'Ultra Trail Forion, c'est un bon choix. Voilà. C'est un excellent choix pour faire son PB. En tout cas, on en parlera tant. On est toujours au mois d'août. Petit croche vers l'Europe pour finir ça rapidement. Je pense le mois d'août, mais le Grand Raid des Pyrénées qui est une course qui est quand même connue, mais moins que les grandes courses qui se déroulent à la fin août en Europe. Ouais. Mais cette année, on avait Elliott Cardin et Anne Champagne qui étaient là. C'était une course qui a été rajoutée dans un deuxième temps à la World Trail Majors, une série internationale. Puis là, Anne a comme complété une saison qui était déjà exceptionnelle après sa victoire au QMT 100 000. Elle est allée gagner le 168 km du Grand Raid des Pyrénées face à une compétition internationale. Complètement shifté. C'est complètement fou. Le turnover entre les deux, je veux dire, c'est quoi? C'est 6 semaines entre le QMT et le Grand Raid des Pyrénées? C'était pas long. Puis je veux dire, c'est de la poule. Le QMT, il est tough, le 100 000. Puis là, tu t'en vas dans les Pyrénées, 10 000 mètres de dénivelé dans du gros technique. Oui, puis Anne est quand même pas allée avec le dos de la cuillère non plus, là. Tu sais, elle est arrivée, je pense, 2 semaines avant sa course. Puis elle a profité, là. Mais elle a tout donné. Elle a tout donné pendant sa course. Puis, tu sais, on l'a tous vu. Ou si vous l'avez pas vu, allez voir cette vidéo-là de son arrivée. Vous aurez jamais mal au dos comme elle avait mal au dos, là. C'était quelque chose. Puis ça l'a soulevé quand même des bons, des discussions, justement, par rapport à qu'est-ce qu'on s'inflige quand on court comme ça. Pourquoi qu'on s'inflige ça? Puis après coup, quand tu regardes le résultat de tout ça, tu te dis, peut-être ça a valu la peine de le faire. Exact. Ouais. Oui, puis je pense que il y a eu bien des critiques, puis les Européens, avec tout l'amour que je porte à nos auditeurs français, sont très gérants d'estrade. Dans le sens que les gens vont se permettre des commentaires, puis j'en ai parlé avec des athlètes, il y en a plusieurs athlètes québécois qui ont eu des performances solides en Europe, puis qui ont vécu de plein fouet, des fois, ces critiques-là, puis les Français, c'est tout à leur avantage, c'est un peuple qui, de manière générale, va vraiment beaucoup s'affirmer. Puis c'est parfait, pour le meilleur et pour le pire. Anne a reçu une tonne de messages suite à ça, parce que, oui, elle a terminé sa course le dos un peu courbé. Anne, c'est aussi une professionnelle de la santé qui se connaît comme coureuse, dans le sens où fait confiance aux gens. Si elle était en train de mourir sur place, elle aurait peut-être pas fini. Elle avait ses sensations, elle l'a vécu, elle a essayé d'aller au bout. Mais c'est drôle, son choix. Mais les gens se sont permis des commentaires partout. C'est ça. Vraiment, en fait, sans connaissance de cause. C'est plus ça, parce que tu vois, en tout cas, c'est-tu l'année passée ou c'est l'année d'avant? Je pense que c'est le dernier finisher de l'UTMB qui avait fini exactement de cette façon-là. J'ai trouvé ça épouvantable. J'ai trouvé ça épouvantable de s'infliger ça. Mais tu sais, je connaissais pas plus le contexte, mais tu sais, je me dis, mais mon Dieu, pourquoi? Pourquoi on se fait ça, tu sais? Puis là, je vois Anne de même, je suis comme, ah, si Anne, qu'est-ce que tu fais? Puis finalement, tu sais, ça a commencé tard dans la course. Exact. Elle a pas fait ça 50 km. Elle arrivait, là, tu sais, il restait 10-15 kilos. Elle était première. Elle était première. Je veux pas dire que c'est mieux ou pire, mais... Non, c'est ça, parce que comme tu l'as dit, on connaît pas non plus le contexte du dernier gars qui a fini l'UTMB, finalement. Peut-être ça fait 10 ans que c'est son rêve de vie. Ça fait 10 ans qu'il se lève tous les matins pour courir. Après ça, on peut-tu vivre et laisser vivre. Tu peux avoir ton opinion sur le sujet. Ou de dire, moi, je l'aurais pas fait. Pour toi. Mais c'est ça. Si toi, tu te dis, impressionnant, mais je l'aurais pas fait, moi, j'aurais arrêté avant, bravo. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, là. Exact. Puis, on a nos valeurs, on a nos croyances, on a tout ça qui nous est propre. Fait que, ne pas extrapoler ce que nous, on pense vers les autres, puis tu sais, ça mord, là. Puis t'as le droit de le passer toi-même, de faire la vidéo, puis de te le dire à toi-même, moi, j'aurais pas fait ça. C'est correct. Fin de l'histoire. Écris-le pas sur Facebook. Mais non, ça intéresse personne. Mais ça, je pense que c'est bon pour toutes les situations, tout le temps, dans toute l'histoire de la vie. Ouais. Garde-le pour toi. T'sais, le monde irait mieux. Je trouve ça correct, tu sais, de dire des choses, de se prononcer sur des choses. Mais tu sais, je veux dire, après, c'est ça. Notre cadre de référence est tout différent, fait que c'est peut-être boiteux comme comparaison, mais mettons que tu te permets de commenter tous les articles du Journal de Montréal parce que c'est de la politique. À la limite, tu payes des taxes, tu payes des impôts, tu votes, t'as le droit de chialer. Si tu comptes le propager partout, c'est ton choix. Mais là, le choix personnel d'un athlète,
t'es pas obligé d'aller commenter sur Facebook. Ça intéresse personne, puis t'as pas ton mot à dire là-dessus, mais il y a beaucoup de gérants d'estrade. Dans tous les cas, je pense pas que ça a mis d'ombre à la performance de Anne, parce que c'est une performance exceptionnelle. Puis clairement, ce qu'on a vu par la suite, à la vitesse à laquelle elle a rebondi de ça, qu'elle a fait d'autres projets, je pense que ça va très bien physiquement, puis qu'elle a fait le très bon choix. Oui. Mais c'est un beau gros highlight, je veux dire. T'en parlais dans l'épisode Pas sorti du bois précédent. C'est un coup de cœur immense comme performance, ce retour-là de Anne. Mais c'est ça, c'est pas... C'était le QMT, puis ça aurait arrêté là, sa saison, puis ça aurait été notre coup de cœur, on l'aurait tout nommé 10 fois aujourd'hui. La performance, c'est la cerise sur le Sunday, en fait. Mais c'est d'arriver à y arriver. En fait, c'est ça, là. C'est d'avoir passé tout ce trouble-là, toute cette grille-là, d'avoir sorti des nuages, d'avoir comme finalement trouvé le soleil. Ouais. Mon Dieu, la poésie, toi. La poésie. Il est quelle heure? Il est 11h20, puis je fais de la poésie de même. Mon Dieu. 11h20. On n'est pas encore sorti du mois d'août. Wow. Ben là, en fait, on sort tranquillement, là, parce que on va finir avec la petite course de quartier. La petite course de quartier, le tour de la roche. Le tour de la roche, c'est ça, 170 kilos, 10 000 mètres de dénivelé positif. Écoute, on pourrait pas passer sous silence la 3e place de Marianne Hogan avec son doigt pas tout à fait à la place où est-ce qu'il est supposé d'être. Est-ce qu'un finish du TMB de Marianne sans je sais pas, un peu d'éclat sans un et peu de plaster, c'est ça. Ça contribue au truc, puis elle est venue l'expliquer sur le podcast. Je pense qu'il y a une mini-déception sur comment cette course-là a pu se finir, mais ça demeure exceptionnel que quand t'as pas la course que tu veux, t'es sur la 3e marche, la course la plus compétitive au monde. Ça démontre un peu le talent de cet athlète-là. C'est ça, exact. Moi, écoute, j'ai pas beaucoup suivi la formule élite, je te dirais, parce que j'avais des amis qui étaient sur la course, fait que j'ai suivi pendant toute la semaine les amis qui étaient sur les différents formats pour finir ça avec Ben pis Seb qui finissent. Écoute, ça leur a pris 43 heures, les pauvres minous, là. Ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile pour eux. Mais ce que je trouve louable, c'est qu'ils l'ont fait les deux ensemble malgré tout. C'est malade. Ils se sont pas lâchés, même quand c'était de la merde pour un puis pas pour l'autre. Puis ils ont continué ensemble. Puis de les voir arriver, là, c'est frisson partout, là. C'était beau, c'était deux beaux zombies qui passaient la ligne d'arrivée. C'était magnifique, les amis. Je suis fière de vous. C'est magnifique. Ouais, vraiment. Puis là, ben, on a déjà beaucoup de gens chez nous qui sont qualifiés pour l'édition 2025. La loterie n'est même pas encore commencée. Le monde ne peut même pas encore s'inscrire pour la loterie, qu'on a déjà 6 Québécoises. 6 femmes qui sont déjà qualifiées. Ouais. Parce qu'on se rappelle, gros système international, plein de courses by UTMB, puis on a Mélodie Gilbert, Élisa Morin, Julie Lesage, Laurie Proulx, Sarah Bergeron-Larouche et Dania Bellil qui sont toutes allées chercher des podiums sur des courses by UTMB qui leur permet d'accéder à l'UTMB l'an prochain. Fait qu'on a déjà 6 filles québécoises de très, très haut talent. On peut-tu prendre une seconde pour parler de Dania, pardon? Je sais pas. Dania qui était personne, qui s'est inscrit au QMT parce qu'elle n'était pas élite. Ouais. Qui a gagné le 110, qui est arrivé 2e à Grindstone. Alors qu'elle visait un top 10. Incroyable, cette femme. Non, c'est tout incroyable. En fait, c'était prédestiné à ça quand tu vois son parcours, quand tu vois son background d'endurance, puis à un moment donné, comme n'importe quel sport, les choses cliquent plus t'en fais. Elle a fait le 80 du QMT 2 fois, elle a fait plein d'événements. Cette année, j'ai l'impression que tout a cliqué pour ce fait-là, puis c'est beau à voir. Vraiment. Puis tu sais, genre de personnes qui do the work, là. Tu sais, moi, je me suis entraînée avec souvent, tu sais, les mercredis matins à monter le relais. Dédiée à l'entraînement comme personne. À travailler tellement fort pour se rendre là. C'est tellement hot, là. Ouais. Vraiment. Voilà. Ça va être beau à voir sur le TMB l'an prochain. Vraiment. J'ai hâte de voir ce que ces filles-là vont choisir comme distance. Ouais, parce que quand tu te qualifies, tu peux aussi te promener d'une distance à l'autre, mais j'ai hâte de voir. On a hâte de voir Sarah qu'est-ce que ça va donner. qualifiée sur un 50K, mais je comprenais que Sarah voudrait peut-être aller sur la CCC. C'est ça que ça laissait Dania transparaître. Dania se qualifie qu'un 100K, mais elle a le droit de... Je sais pas. J'ai hâte de voir. À voir. Dans tous les cas, c'est 6 noms. Je veux dire, c'est comme un top 6 exceptionnel. Ces 6 filles-là, c'est des filles qui ont des saisons exceptionnelles en 2024, mais ça va être intéressant à voir. Ouais, je pense que oui. Puis c'est ça, on va les suivre. On a très hâte. Septembre? Hey, on est rendu c'est la rentrée scolaire. Hey, ça va. Oui!
Toi, c'est une première rentrée? Ouais. Ton gars rentré en Mon fils est rentré en maternelle. Ouais, mon fils est rentré en maternelle. Fait que premier gros à l'aide de septembre, la rentrée à l'école. En fait, c'est en août. Est-ce que le cœur de maman, comment ça se passe, une rentrée à l'école? Ben, moi, tu vois, ce qui me touche, c'est pas les débuts, c'est les fins. OK. Fait que j'ai trouvé ça plus difficile la fin de la garderie que le début de l'école. Puis mon fils, il m'a regardé sa dernière journée de garderie. La directrice de la garderie, elle va le voir, elle fait un câlin. Puis elle dit, je suis contente de t'avoir rencontré, t'es un bon petit gars. Puis là, moi, je suis comme... Puis là, je perce une petite lampe. T'sais. Tom, 5 ans, me regarde dans les yeux puis me dit, pourquoi tu pleures, maman? Pour rien, Tom. Pour rien. Back to reality. Pour absolument rien, mon fils. Fait que, non, mais nous, on est quand même vraiment chanceux parce qu'on a un petit gars qui est vraiment bonasse. Fait que, tu sais, les changements, ça le trouble pas trop. C'est ça. Parce que dans le fond, sa semaine de rentrée à l'école, c'était ma dernière semaine d'entraînement pour Forion. OK. Fait que ça a comme été un peu... C'est ça. Une grosse semaine. Une grosse semaine de gestion, d'entraînement, puis d'école, puis de service de garde, d'apprendre comment ça marche, tout ça. Fait que non, ça a quand même été très, très intéressant comme fin de mois d'août pour finalement nous rendre au mois de septembre où on a commencé ça avec l'Ultra Trail à Arikana, un classique depuis... moi, écoute... Le premier événement de la deuxième portion de l'année. On dirait que c'est tout le temps. Ouais, c'est vrai. En fait, tout converge vers Arikana chaque année. Je pense que dans le calendrier, t'as ceux qui ont buildé up pour un projet plus tôt dans l'année, qui souvent vont y aller pour le plaisir de crew, de pace ou de faire une distance. Puis t'as ceux qui ont soit ça comme objectif A ou qui l'utilisent comme un build-up vers un autre objectif, que ce soit Bromont, Grand-Duc, peu importe. Fait que tout le monde converge vers Arikana année après année. T'étais là cette année? Ouais, j'étais au ravito de la Marmotte, au kilomètre 35-ish là, sur le 125. On m'avait dit que c'était un ravito quand même assez crève-cœur dans le sens où il y a beaucoup d'abandon. Ouais. Tôt dans la course. Qui arrive là. Mais moi, ça m'a surpris, en fait, parce que quand je l'ai fait, moi, à Marmotte, je me suis pas dit... C'est un parking. C'est un parking que tu traverses après les Morios, puis tu passes un autre appel après. C'est ça, exactement. Puis tu t'en vas vers les Hautes-Gorges, puis fin, là. Tu sais, je trouve... Moi, dans ma tête, à moi, quand je l'ai fait, le moment charnière, c'était les Hautes-Gorges. C'était pas la Marmotte, là. Surtout depuis le changement d'heure, là. Ouais, t'arrives aux gorges en milieu de soirée, début de la nuit. Tu sais, il fait ish clair encore pour certains. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, je suis pas la plus rapide des coureuses non plus là. Fait que tu sais, en 2021, j'étais très dans le milieu là. Ouais. Fait que j'avais pas ça m'avait pas troublé plus qu'il fallait là, Marmotte, mais c'est ça que j'avais eu comme commentaire, puis c'est vrai. C'est vrai. Il y a vraiment des zombies qui arrivent là. Ça m'a vraiment surpris. Comment est-ce que... Ça reste probablement le 35 km le plus beau de ce parcours-là, mais le plus dur. Parce exactement. Que tu as beaucoup de kilomètres, beaucoup de mètres de dénivelé. Beaucoup de dénivelé, c'est ça. C'est-à-dire, t'arrives des Morios, si t'es un peu cassé avec des martres, ce qui peut arriver parce qu'il y a beaucoup de up and down, c'est technique, c'est rough. S'il fait chaud, il fait chaud parce que c'est l'après-midi. Il faisait chaud cette journée-là. Monter Morios, moi, j'ai fait 2 fois le 125. La deuxième année, il faisait chaud. Je montais Morios, puis j'arrêtais parce que la tête tournait, parce que c'était chaud, puis c'est tough. T'arrives à Marmotte, je peux comprendre que t'arrives blême, puis c'est tôt dans la course, mais je sais pas pour toi, moi, peu importe la longue distance, après 30-35 kilos, je le sens dans les jambes. C'est tough arriver à 1 km 35 dans un ravito, puis te dire j'ai mal aux jambes, puis il m'en reste 90 kilos. C'est difficile, fait effectivement. Que je peux comprendre, ouais, c'est ça. Fait que ça a quand même été une belle expérience. Tu sais, j'ai déjà fait des ravitaux, mais tu sais, grosse course comme ça, de responsable du ravito qui plus est, ça a comme... OK, c'est son step-up la game versus, tu sais, le trait de la clinique du coureur où est-ce que, tu sais, il va chercher le stock chez Blaise, il va installer ça, puis la vie est belle, puis on joue avec un castor empaillé, puis c'est cool, là, tu sais. T'es quand même reculé, tu sais, je veux dire, t'es loin. Ben, t'es remote, c'est ça, exact. Les crews sont loin. Oui, puis en plus, tu sais, on dormait sur place, tu sais, il fallait passer, tu sais, une bonne partie, ben, finalement, ça a fini que c'était une bonne partie de la nuit, parce que dans le fond, le ravito suivant, qui est la Chouette, je pense. Oui, c'est ça. La Chouette, les gens peuvent pas abandonner là. Fait que c'est 35 ou 65. Quand il y a quelque chose, les gens sont rapatriés
à la marmotte. OK. Fait qu'il fallait attendre que le ravito suivant soit fermé avant de quitter. Fait que c'est long. Fait que finalement, on est allé se coucher, il était 3h du matin. Là. Fait que ça a été quand même... ça a été rushant, mais je trouve ça le fun d'être là. Puis tu sais, je connaissais beaucoup de monde qui était là, qui courait. Fait que tu sais, de pouvoir donner ce petit pep-là, c'est toujours tellement agréable. Puis de te dire, ouais, ben écoute, tu sais, là, ça filait un mauvais coton, puis... Tu sais, tu as comme donné l'énergie que ça prenait pour en repartir, puis fait que c'est le fun, c'est vraiment le fun comme expérience là, être bénévole sur un ravito là, ça vaut vraiment la peine d'être fait. Puis comme on en a parlé dans l'épisode de Pas sorti du bois, ben on a eu des bonnes performances sur différentes distances. Puis je pense qu'on peut pas passer sous silence non plus le changement d'organisation. Samuel Mathibault, le nouveau DG des événements Arcana, qui lui puis son équipe ont fait une job incroyable dans le contexte qu'il y avait, parce qu'il faut savoir que la base du Mont Grand Fond était en rénovation. Fait qu'en plus de prendre un événement neuf, ben en fait l'événement était pas neuf, mais l'organisation, à part la direction de course, parce que Julien puis Jonathan, eux, étaient encore là, ben, il fallait qu'ils changent le setup au complet. C'est tough comme première édition, parce que d'année en année, Arcana avait des nouveautés, puis tout ce qui était nouveaux investissements, tout ce qui monopolisait le temps de l'organisation, c'était des nouveautés, des nouvelles affaires, du développement. Là, tu te bats, puis tu développes pour nouvelle fin de parcours. Une fin de parcours. Puis y a-tu de quoi de plus mythique au Québec, sincèrement, que l'arrivée de l'UTHC? Ben, tu le sais, là. Tu le sais que t'arrives, tu le sais c'est quoi. Tu sais, quand ils ont changé, je me rappelle plus c'est en quelle année qu'ils l'ont changé, l'arrivée. Parce qu'avant, tu descendais direct. 2018 à 2019. Puis après ça, là, fallait que tu remontes, puis tu redescends. Mais ça faisait une arrivée avec les vraiment grandiose, là. C'est ça, exactement. Puis c'est tough quand, comme nouveau DG, je suppose, pour Samuel, t'arrives, puis ta grosse innovation, c'est de devoir adapter l'arrivée pour que ça soit dans un parking plutôt que dans un mont, parce qu'il y a des rénovations, parce que ça condamne un parking, faut que tu développes des relations avec des locaux pour qu'ils louent leur champ pour tes parkings, puis c'était beaucoup de temps pour quelque chose qui est pas tangible pour les coureurs. C'est crève-cœur pour Samuel d'arriver puis d'avoir ce défi-là, mais en même temps ils ont relevé le défi. Ils ont tellement bien fait ça. Le monde a trippé, fait que le village était cool aussi. Coup de chapeau pour l'équipe Arcana qui un changement de main, puis ça s'est super bien passé, fait que c'est très très hot. Moi j'ai envie d'envoyer un petit coup d'os à l'ami Charles Castonguay qui a remporté son deuxième 42 km classique en 2 ans. Un back-à-back. Charles sur cette distance-là. Comme si il dans était du roulant, dans du rapide, c'est impressionnant. Ouais, puis j'étais là quand il est arrivé, puis il avait l'air de ce qu'on a l'air maintenant. C'est ça, c'est impressionnant. Ouais, vraiment, c'est un autre monde, tout ça. Septembre, c'est aussi le Forion Ultra Trail, ça dit quoi? Non, c'est ça. Je m'en rappelle plus. Non, c'est ça. Non. On en a parlé. Puis la semaine passée, c'était cool d'en parler aussi avec Raphaël, parce que au party de Noël, pas sorti du bois, Raph venait remettre des prix pour l'Ultra Trail le Fjord du Saguenay, mais je t'ai invité, tu t'es joué en conversation au moment où Raphaël était là, qu'on a pu jaser de votre 160 km ensemble. Ouais. Je te félicite officiellement devant le micro, mais merci. Félicitations, 2e 100 000 en 2 ans. Ouais. Forion, une victoire en plus. Pour toutes les personnes, la foule est en délire, 100% des gens applaudissent. C'est ça. Ouais, non, c'était... en fait, je veux dire, la victoire, pas victoire, me dire que sur une possibilité de 2, les odds sont en ma faveur, mettons. Mais tu sais, Solène qui était là aurait pu l'emporter aussi, tu sais, je veux dire, c'était pas... Il y avait même pas de question de classement, il y avait pas... C'était même pas proche d'effleurer mon esprit, là. Comme pas du tout. Moi, je te dirais, s'il y a une affaire qui me rend fière dans cette course-là, c'est pas d'avoir fini première, c'est le fait d'avoir fini 3e. Overall. 3 ou 4, là. Jeff a arrangé le temps pour que Raph pis moi, on arrive en même temps. Ben oui, c'est ça, la beauté du trail. Mais tu sais, c'est ça, on est arrivé 3e sur 11, mais on est arrivé 3e quand même. Fait que moi, ça c'est quand même une grande fierté, là, d'avoir fini la course dans cet état-là avec, tu sais, avec le mental qui était là, avec tout qui était là, c'était tellement...
tu sais, tout était parfait. Tu sais, la météo, les conditions de sentier. Écoute, je pense qu'il y avait pas plus 2 semaines avant la course ou quelque chose qui ressemblait à ça. Tu sais, si on compare à l'année précédente, où est-ce que, je veux dire, voyons, son nom m'échappe, Thomas Duhamel, qui avait fini premier ou à 100 km, qui avait de l'eau à la taille. Thomas mesure 6 pieds, je sais pas combien. Tu sais, je veux dire. Moi, c'est la grande tige du Québec. Moi, je me serais noyée, là. C'est garanti, là. Fait que, tu sais, on se comprend que c'est... On a eu des conditions qui étaient exceptionnelles, qui a fait qu'on a eu une course exceptionnelle. On a été au bon moment, aux bons endroits au bon moment. Tu sais, je veux dire, c'était quoi les chances qu'on pogne le lever du soleil au-dessus, tu sais, au top du Mont-Saint-Alban? Je veux dire, il y avait pas de chance que ça se passe. Puis ça s'est passé. Tu sais, on s'est assis sur le banc puis on a regardé, là. Fait que, tu sais, c'était ça. Moi, c'était pas, tu sais, la performance comme telle. Je sais pas c'est quoi la performance. Ouais, puis rendu à cette distance-là, je pense qu'on le fait un peu tout pour finir. Après ça... oui et non, mais tu sais, moi, personnellement, dans mon calibre d'athlète que je suis, c'est juste ça mon objectif. Exact. C'est de le faire, puis d'être contente, puis de bien aller, surtout. Puis c'est ce que tu racontais dans l'autre épisode, c'est que ça s'est fait sans pain cave. Non! C'est fou. Moi, ça, là, ça me dépasse. Je te dis, j'ai tellement été troublée de ma première édition de QMT où est-ce que ça a tellement été difficile. On dirait que je m'attendais tellement à retourner là, puis tu sais, je m'étais full comme préparée à dire bon, comment faire pour sortir de là, ou du moins pour pas y descendre. Mais clairement, j'ai vraiment bien travaillé parce que je descends plus jamais. Fait que c'est quand même hot, là. Puis je me dis, tu sais, physiquement, j'étais prête malgré le fait que tu sais, j'avais pris le pari de moins courir cette année. Je me suis dit, ben, tu sais, je vais pousser plus de fonte, je vais m'entraîner au gym, tu sais, mais je vais accepter le fait que je vais moins courir, puis ça va être ça, tu sais. Puis ça a vraiment fait une différence. On voit qu'en ce moment, il y a un shift qui se fait à plein niveau, puis tu sais, on pourrait en parler d'un épisode complet de ton point de vue de coach aussi, de physio aussi, mais... il y a un changement de paradigme parce qu'en ce moment, on voit beaucoup d'athlètes, puis on parle du niveau élite, mais souvent, les élites sont comme le laboratoire dont les résultats peuvent s'appliquer à n'importe qui d'autre. Exact. Puis quand on voit un David Broach aux États-Unis qui est allé sur un podcast récemment raconter ce qu'il a fait pour gagner un 100 000 en n'ayant pas fait plus que 20 000 de courses, fait qu'il y a un 32 km, c'est sa plus longue de l'année pour un 160, puis s'entraîner pour faire du 5 km le plus vite possible, puis gagner avec le record du parcours le plus impressionnant des 2 dernières décennies. Tu fais, OK, il y a peut-être un changement, oui, du volume pour du volume, quand t'as le corps qui peut te permettre de faire 200 km par semaine, c'est un bon atout pour un 100 000, mais ce n'est pas que ça. Il y a plein d'autres façons d'y arriver, puis de troquer du temps sur les jambes en course par de la préparation physique, de la muscu, c'est complètement différent. Fred, il pointe les bikes, mais oui. Puis il y a un changement qui se passe en ce moment dans le sport, puis c'est pour le bien de tout le monde de se dire que la seule solution n'est pas de faire 200 km par semaine pour réussir à faire un 100 000, par exemple. Non, ben en fait, ça rend le truc un peu plus accessible tout à coup, parce que, tu sais, Marc, c'est un grand défendeur des femmes en trail, puis on dirait que je me suis ramassée avec ce chapeau-là malgré moi, là. Mais, tu sais, des femmes en ultra, là, il y en a pas tant que ça, là. Puis tu sais, on a justement, tu sais, on a Geneviève, on a Julie, mais je crois pas que la moyenne des ours peut s'identifier à ces femmes-là, même s'ils ont des réalités qui sont pareilles à la mienne, puis qui se font des affaires. Ben c'est ça, c'est ça. Pas à... c'est exceptionnel ce qu'ils font, c'est des talents uniques, c'est des forces mentales de détermination uniques. Tu peux t'identifier à la façon qu'ils gèrent leur horaire, mais tu peux pas t'identifier à la façon dont ils vont comme grinder pour arriver là où est-ce qu'elles sont. Non, c'est des exceptions. Mais tu sais, je pense que les femmes, on est capable d'y arriver, même si on se dit, ouais, mais faut que je m'occupe des enfants. Ouais, mais il faut que je m'occupe de X, Y patente, tu sais. Je sais pas c'est quoi les motifs qui font que les femmes décident qu'ils ont pas le temps de faire ça. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi qu'on s'impose. Je sais pas c'est quoi. Puis là, je dis on parce que, tu sais, on pourrait dire, ah ben là, c'est la société qui dit que là, les femmes, bla 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 bla. OK? Mettons, moi, personnellement, là. Tu sais, qu'est-ce que je suis capable de faire comme concession, entre guillemets, pour dire que j'y arrive? Puis tu sais, tu le vis aussi, là. Je veux dire, je suis convaincue que tu laisses pas en plan ta blonde en tout temps avec ton kid parce que il faut que tu cours. Ben non.
Gars-filles, c'est pareil au final. Tu mets le cadran des heures qui n'ont pas de sens pour réussir à le faire. Ben, c'est ça. Mais tu vas manquer de temps que tes enfants pour aller t'entraîner, tu sais. Exact. Puis là, tu sais, toi, ce que tu as décidé de faire cette année, c'est de dire, c'est trop. Je tire la plug. Fin de l'histoire. Me v'là heureux. Voilà. Yeah, hurrah. Voilà. Mais après, t'aurais le droit de dire, ben, j'ai le goût d'y retourner. Puis j'ai le goût de le faire. Puis je vais faire ce qu'il faut pour que ça rentre dans mon temps, que ça rentre pas trop en conflit avec l'horaire familial. Puis je pense que ta blonde est quand même conciliante là-dessus. Tu sais, elle te suit dans tes aventures. Moi, ça, j'ai trouvé ça exceptionnel là, de vous voir les trois ensemble. Au Colorado. À la Hard Rock, j'étais comme, hey, ça, c'est le rêve, là. Mon gars, quand il voit des drapeaux, peu importe où, il tape encore des mains parce qu'il a compris, parce que là-bas, l'arrivée, c'est 60 drapeaux. Mini-chat. Lui, dans sa tête, des drapeaux, on tape des mains puis on dit bravo, Richard. Oh, il est C'est ça la vie de mon gars. mais t'as raison, puis tu sais, je veux dire, j'ai décidé de changer mes objectifs cette année. C'était parce que j'étais tanné de me lever à 4 heures du matin pour aller faire un training parce que j'avais pas l'espace mental pour ça. C'est pas que j'avais pas le temps. J'aurais pu le mettre à 3 heures pour vouloir faire un 100 000. Mais à un moment donné, je me suis dit... Pourquoi je me fais ça? Exact. Personnellement, j'ai pas de fun à le faire. Alors que à d'autres moments dans ma vie, puis en ce moment, j'ai un regain de fun à mettre le cadran vraiment tôt parce que là, ça fit. Là, mon gars fait ses nuits. Là, je suis plus malade à tous les 2 jours parce que il ramène des affaires différentes. Là, c'est ça. Mais quand j'ai décidé de tirer la plug sur les projets, c'était juste ça. C'était pas que c'était impossible à rentrer. C'était que les sacrifices à le faire valaient pas le bénéfice. C'est ça. Puis c'est correct, tu sais. Puis chacun s'adapte. Mais comme tu dis, moi, je me rappelle mon premier 125 à Ricana et on est au 115e kilomètre puis je cours avec un gars que je connais pas puis qui me dit que lui, il fait des 160, il en fait 2-3 par année avec entre 50 et 60 kilomètres d'entraînement par semaine. Moi, ça a changé la donne parce qu'à cette époque-là, 2020, j'étais très dans le volume. J'avais rien d'autre à faire que de m'occuper de mon entraînement. J'avais pas d'enfants, j'avais moins de responsabilités. Mais puis c'était ça aussi. Puis je me disais, fais du volume. Fais 100 km, 120 km par semaine. Puis je me disais, hey, si je veux faire des 160, faut que je monte à 160 par semaine. Puis ce dude-là, qui est un père de famille de 3 enfants de Rimouski, si je me rappelle bien, il me disait qu'il faisait des 50, 60 par semaine, puis qu'il réussissait à faire, il avait fait l'UTMB, Bromont Ultra, puis tu fais, OK, il y a plein d'autres facteurs qui entrent dans le collimateur, puis ça dépend aussi à quel niveau tu veux le faire. Ben, c'est ça aussi, là. Ce que tu fais en dehors, puis ton expérience de vie, chaque personne est différente, mais c'est à la portée de, pas de tout le monde, mais juste à la portée en fait, c'est à la portée de qui veut bien le faire. Exact. Je pense que c'est un peu ça, le go-to message du truc, là. Mais si tu veux le faire, tu peux le faire. Donne-toi du temps pour le faire. Mais si t'as de l'intérêt pour ça, tu vas trouver de la place pour le faire puis tu vas y arriver. Que tu sois un gars, une fille, un père, une mère, qu'importe. Puis il y a plein de recettes. Il y a la recette typique, mais la recette typique qui a marché pendant des années a mené à plein d'athlètes qui sont blessés puis qui courent plus. C'est ça, qui courent plus. Tu sais, avec tout la passion et l'amour que j'ai pour les années Golden Age 2010, 11-12, des coureurs américains, des Anton Krupicka qui faisaient 400 km par semaine. Anton, il a été 10 ans sans courir. C'est ça. Il a payé pour avoir tenté ça, puis il y a beaucoup de monde qui ont émulé cette façon-là, puis on en voit plein des coureurs au Québec en ce moment qui font des 200 km par semaine réguliers, qui vont topper le 6000 km pour l'année. C'est une portion des athlètes. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Ça enlève absolument rien. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps. Mais c'est un type de coureur. Et il y a du monde qui gagne les courses devant ces gars-là qui ont le tiers du kilomètre qu'ils ont. Parce qu'il y a autre chose qui entre en jeu. C'est ça. Exact. Il y a un volet récupération qui est important. Oui. Fred dit qu'il y a un volet récupération. Puis t'as fait raison. Comment tu t'entraînes ou c'est comment tu récupères? Exactement. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis plus l'emphase dessus, je te dirais, justement pour le 100 km. Je me suis dit que j'allais pas devenir fou avec les kilométrages que je faisais par semaine. J'allais garder ça dans une zone. Je faisais une longue par semaine. Longue étant vraiment relatif. Là, je faisais entre 20 et 40. Ouais. Une fois par semaine. That's it. Le reste, c'était 2 sorties. Jamais. Le but, c'était de jamais être fatigué. Ouais. Fait que je faisais 2 sorties par jour. Une de 10 le matin, une de 10 le soir. Au lieu de faire une 20. Tu comprends? Fait que je restais toujours frais. Mon corps restait frais. Puis quand je suis rentré, je me suis jamais aussi bien senti avant de prendre le départ d'une course que pour le 100. Puis honnêtement, oui, j'ai payé, là, mais c'était une histoire de développement musculaire. En tout cas, bref, long story short, c'est juste que j'ai trop de quad pour mes ischios. Débalancement. Mais tu sais, j'ai intégré plus d'entraînement un peu en salle. Puis, ben, tu sais, je fais du CrossFit, mettons. Puis
Ouais, ben tu sais, je fais pas du CrossFit pur, là, je fais le volet plus cardio, plus comme style pliométrie si on veut, là, mais tu sais, vraiment, ça bouge. Fait que bref, j'ai rentré ça, puis j'ai juste comme changé ce ratio-là, puis j'ai mis plus d'emphase sur la récupération, l'entretien. Puis je pense que c'est probablement une recette, une clé probablement pour la longévité aussi dans le sport, j'ai le goût de dire. Fait que ouais, c'est ça. Tu veux-tu faire des objectifs de fou pendant 1 an, 2 ans ou 30 ans? Ben, au-delà des objectifs de fou, tu sais, c'est quoi, quand tu penses, tu sais, à ce qui te mobilise dans bouger, tu sais, tu veux-tu bouger jusqu'à la fin des temps ou tu veux finir avec une tendinite d'ischio qui guérit pas? Jamais, parce que tu fais trop de volume. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à se connaître là-dedans. Il y a pas une recette qui est nécessairement meilleure que les autres, mais ça se peut qu'il y ait une recette qui soit meilleure pour toi, par exemple. Puis maintenant, il y a plusieurs recettes. Ah oui, c'est ça qui est beau là-dedans. Recul, il y a pas si longtemps, il y avait une recette, ou à peu près. Ouais. Là, il y a une multitude d'exemples, puis on vient aux élites, c'est la recette qu'on peut appliquer, nous, comme un des mortels. Encore là, il y a plusieurs recettes. Alors qu'avant, t'avais une seule recette, c'était volume, 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 ça donnait des résultats, mais à quel prix? C'est ça. C'est beau d'être rendu là. Ouais. C'est-à-dire que t'as du monde qui gagne des courses exceptionnelles avec 100 km par semaine et non 300. Ouais, c'est ça. Ça donne espoir de dire, moi, je l'applique à mes objectifs à moi. Soudainement, faire 50-60 km par semaine, c'est aider, avoir une régularité. Ça rentre beaucoup mieux dans quelques petits entraînements choc. Exact. Ici et là, un dossard qui me permet d'être le week-end choc de la prochaine affaire. Tu planifies intelligemment, tu récupères, comme tu disais, Fred. Soudainement, tu peux atteindre des objectifs immenses en distance sans faire 15 heures de course par semaine. Puis ça t'a pas coûté tout ton temps, puis toute ton énergie, puis t'arrives pas cuit. Puis tu sais, on en a parlé un peu tantôt aussi, tantôt comme hier, en tout cas, bref, dans l'autre épisode. Mais t'as pas le mental cuit. Parce que la course en soi, la journée de la course, c'est sûr que c'est fatigant. Mais moi, je pense que c'est l'accumulation de tout qui fait que tu vas arriver au bout, puis tu vas être cramé. Fait qu'après, de retrouver ta tête, c'est ça qui est dur. C'est pas de retrouver ton corps, à part quand t'es blessé, mais vraiment de retrouver ta tête comme prête à l'emploi, là, ça peut être long. Puis c'est surprenant comment ça peut être long. Puis moi, ça m'a vraiment choqué quand je me suis rendu compte de ça après le QMT. De me dire, c'est bien long. C'est bien long. Je suis fatiguée, mais pas physiquement fatiguée, je suis mentalement fatiguée. Je vais courir, je sais pas où mettre mes pieds. Ouais. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose qui s'est passé en dedans de moi, puis là, on dirait que je suis pas capable de le réparer. Fait que ça a pris vraiment longtemps, là. Puis après, plus qu'on le fait, moins que c'est long. Puis tu passes par-dessus, puis tu te rends compte que justement, tu sais, à force de vouloir fitter des affaires, c'est ça qui est tough. Ouais. Fait que j'ai l'impression que, puis je t'en parle là, puis je pense que je le réalise, mais en ayant moins fait de volume, mais ça a été beaucoup moins, c'est ça qui a été moins taxant. C'est pas le 2 heures de plus que ça a pris pour faire ma course. C'est les heures de moins que j'ai faites avant qui a fait qu'après j'ai été capable de récupérer. Puis c'est drôle à dire, là, parce que tu te dis, là, tu fais plus d'heures, t'es plus près, là, tu devrais récupérer plus vite. Mais le sweet spot, il est comme tough à trouver. Exact, parce qu'on entend tellement d'histoires de gens qui étaient blessés, qui, pendant une année, ont eu un 2-3 mois vraiment de volume super bas parce qu'ils étaient blessés, reviennent de ça, puis ont des performances exceptionnelles. Parce que il était pas fatigué. Quand tu as une préparation optimale selon tes standards puis que tu as fait du gros volume pendant 6 mois de temps, un build-up exceptionnel, t'arrives brûlé à ton événement. C'est ça. C'est sûr et certain. Ouais. Puis généralement, tu finis blessé aussi. Exact. Alors que peut-être que si t'arrives un petit peu sous-entraîné, oui, il y a peut-être une portion d'entraînement, de VO2 ou de peu importe quoi qui va impacter ta performance, qui va te faire descendre de 30 minutes sur ton chrono total, mais ça fait une différence si t'as du fun tout le long de ta course? Puis, si t'as pas une fatigue accumulée, peut-être qu'au final, c'est 30 minutes de plus à ta course que tu vas avoir, ou c'est 1 heure de moins parce que t'arrives un peu plus frais. C'est ça. Tu sais, puis ça, c'est propre à chaque personne, puis on apprend à se connaître, puis moi, je le sais que mon année 2023, pas cette année, mais l'autre d'avant, ça a été ça. Diminution de volume, diminution de temps d'entraînement, mais je pouvais capitaliser sur le build-up des dernières années. C'est ça. Puis je suis arrivé bien plus frais à mes événements. Mais le mot apprentissage que tu viens d'utiliser, il prend tout son sens aussi parce que
tu sais, on le voit beaucoup dans les dernières années. Là, j'ai l'impression que ça ralentit un petit peu. Puis, tu sais, on le voit avec l'engouement pour les inscriptions sur les distances, justement, de 20, 40, 50 kilos, qui est beaucoup plus grand que sur les 100 miles, par exemple. Mais quand même, de pas sauter ces étapes-là, puis de prendre le temps de bâtir le fond, fait qu'un moment donné, t'as pas besoin d'en faire trop, puis t'arrives à faire quelque chose de vraiment wow avec moins. Exact. Puis t'es tout aussi content, puis ton chum est tout autant content, puis tes enfants sont fiers de toi, puis tu sais, c'est comme un mané, c'est tout est dans tout, là. Exact. Fait que ça vaut la peine de faire ce build-up-là. Je veux dire, tu sais, on les a faites, ces erreurs-là, toi puis moi aussi. Clairement. Mais sachez que vous allez vous planter. Fait que si vous êtes capable de vous épargner comme une année ou deux de merde, ben aussi bien d'écouter le conseil. Voilà. D'en faire un peu moins. Exact. C'est ça. Merveilleux! Forion, c'était beau. Faites beau. Il a fait beau. Il y avait des phoques. Il y a des phoques, c'était sec. C'était sec. C'était sec. J'étais en train d'oublier qu'on était en train de faire ça. Misère. Misère. Oui, je viens de voir l'heure. OK! On continue. Oh my God! Ouais, avant de terminer l'année, là, on va essayer d'accélérer le truc un peu. Là. Intervalle haut. On a parlé dans l'épisode de Pas sorti du bois des performances qui nous avaient marqué cette année. Ouais. Là, je voudrais, Yann, que tu me parles de tes coups de cœur. Pas de règles, pas de rien, juste qu'est-ce qui a volé ton cœur cette année? Plein d'affaires. Je vais y aller dans l'ordre comme ça vient, puis assez expéditif. Coup de cœur, le Colorado, comme méta, comme environnement, comme destination, ça a été un trip, je veux dire, le trip de podcasteur, de fan du sport a été immense. Le trip familial, de partir avec ma blonde, mon gars et ma mère. 2 semaines sur la route des États-Unis au Colorado, c'était un trip de malade. Fait que ça, c'est un coup de cœur immense. J'ai à peine couru pendant 2 semaines. Je veux dire, j'ai eu le plaisir d'essayer le Manitou Incline, mais à part ça, ça a été de la couverture de podcast puis de la rando en parc nationaux. Mais c'était malade. Fait que le Colorado, gros coup de cœur. Deuxième coup de cœur, mon père comme crew. Mon père est un fan de trail. Mon père écoute le podcast. Mon père, son Instagram, il suit Jeff Cochon puis Yann Champagne. C'est ce genre-là. Malade. Mais c'est pas un coureur de trail. Mon père, c'est un gars de vélo de longue distance, d'endurance. C'est un sportif dans l'âme. C'est un compétitif dans l'âme. Puis cette année, ça l'a donné que c'était lui qui a fait mon crew pour mes grandes courses. Puis en solo. Fait que lui vivait son trip de crew pendant que moi je vivais mon trip de coureur. Puis ça a été un coup de cœur immense de faire 28 heures de char en 3 jours avec lui pour aller en Virginie, faire Grindstone, puis d'apprendre que tous les Québécois sont comme, ils m'écrivent après « Hey, j'ai croisé ton père au ravito, il y avait un gilet pas sorti du bois, puis il m'a aidé à me trouver une chaise. » Mon père arrivait dans les ravitaux d'avance, puis il aidait tout le monde. Je trouvais ça très hot, mais pour moi, c'était un crew exceptionnel. Fait que deuxième coup de cœur. Troisième coup de cœur, mon expérience dans une organisation de course avec l'Ultra Trail des Chic-Chocs, avec Audrey, Eric, PA à l'UTCC. C'est une gang exceptionnelle. C'est un événement qui est exceptionnel. On en a parlé en masse dans les 2 épisodes. Mais de vivre ce trip-là, c'était complètement fou. Ensuite, mon coup de cœur de sentier, j'essaie de penser, j'en ai pas fait beaucoup de nouveaux sentiers cette année, à part quelques petits trucs à droite à gauche. Je me suis beaucoup entraîné dans ce que je connaissais, mais j'ai découvert le sentier des contreforts à la IPA Fun Run. On m'en avait parlé. Tu vois 30 km, 2000 mètres de dénivelé sur le site, tu te dis, ben voyons, ça a été arrondi vers le haut. Tu fais le 30 km, puis tu sens pas tant que t'as pas de pitch, là. Tu montes jamais plus que 5 minutes, tu descends jamais plus que 5 minutes. Mais c'est sans arrêt, c'est une dent de scie interminable et tu cumules 2000 mètres sur 30 km. C'est technique, c'est tough, c'est beau. Fait que Sentier des contreforts dans la Naudière, c'est mon coup de cœur de sentier. Mon coup de cœur de geek, j'en ai parlé tantôt, mais comme fan de sport, ce que David Roach a fait cette année comme coureur, c'est exceptionnel. Surtout la manière qu'il l'a fait, je pense qu'il vient de faire avancer de 20 ans le trail dans la façon scientifique de préparer les longues distances. Puis mon autre coup de cœur de geek, c'est Tara Dower, qui est une fille que j'ai vu aller sur la Hard Rock. Elle a terminé 4e, mais elle vient de signer un des plus gros contrats comme athlète féminine dans le sport. Puis ça, c'est important que les compagnies donnent des gros contrats à des femmes, qui donnent des gros contrats à des athlètes. C'est un sport qui est difficile pour les pros, mais ils ont donné Altra, il a donné un immense contrat. C'est exceptionnel. Puis c'est une femme qui soit allée chercher ce contrat-là. Ça en dit long sur l'avenir de ce sport-là. Mais elle a fait le record de l'Appalachian Trail.
3000 plus miles dans les montagnes de la côte Est et elle a battu tous les hommes. Elle a fait le record général. Ça, c'est malade. Cette fille-là va être exceptionnelle dans les prochaines années. À surveiller Tara Dower. Je pense qu'elle est sur la liste d'attente pour la Hard Rock encore cette année. Fait à surveiller. Et finalement, un mini coup de cœur pour... tu sais, on fait ce podcast-là depuis longtemps. Vous faites ça avec Tout Trail depuis longtemps aussi. Puis des fois, tu te questionnes, j'ai-tu encore une pertinence de le faire? Ouais. Parce que j'adore faire des épisodes que je reçois un invité puis qu'on jase d'une saison, d'une histoire humaine. Mais des fois, tu te questionnes, je fais tout ça pour quelque chose? Ça sert-tu à de quoi? Après 200 épisodes, on finit par se questionner. Puis cette année, j'ai eu quelques épisodes qui ont été marquants parce que j'ai senti que ça a fait œuvre utile puis ça a aidé du monde. Puis ça, c'est vraiment, vraiment une paye, le fun. Fait que le panel que j'ai fait sur les hormones avec Sarah Baribeau, Véronique Larouche, JP Blais, toute la portion sur les reins avec Julie Lesage, puis toute la portion sur le surentraînement avec Catherine Lemire, Isabelle Morin, JP Blais, j'ai jamais reçu autant de commentaires de gens qui font « Hey, ça fait des années que je file comme de la marde, je viens de comprendre pourquoi. » L'épisode avec Julie Lesage sur les reins, on a juste mis noir sur blanc quelque chose qui devrait être connu de tout le monde qui pratique ce sport-là. Tu pisses brun, t'arrêtes. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose qui peut avoir des impacts majeurs, puis le surentraînement, c'est pareil. Je veux dire, quand t'entends parler d'ostéoporose, des os qui se désagrègent puis qui reviendront jamais, tu te dis, ça vaut-tu la peine de continuer de m'entraîner en surentraînement? C'est des sujets que je trouve que ça a fait œuvre utile. Fait que ça c'est un méchant trip. Puis je remercie tout ce monde-là que j'ai nommé parce que ils sont venus partager leur expertise. Puis je pense que ça a aidé du monde parce que j'ai reçu une tonne de messages. Puis je sais que JP Blais m'a dit, je sais plus où donner de la tête. J'ai trop de messages qui rentrent de gens sur entraînement qui veulent de l'aide. C'est triste, mais c'est un bon signe. On va dans la bonne direction. Fait que c'est en vrac mes coups de cœur. Toi? Ah oui? Bien, Fred. Pour ajouter là-dessus, ça parle de soi-même aussi, puisque tu as reçu quand même 2 nominations. Fait que tu sais, ce que tu amènes dans ton podcast, tu te questionnes à savoir si c'est encore pertinent. Je pense que la réponse, tu l'as. Ouais. Parce que tu rejoins du monde, tu as du volume, le monde t'écoute, tu sais, vous écoute. Puis moi, comme auditeur, je trouve vraiment beaucoup d'informations utiles là-dedans. Je suis encore en train de me développer, je vais l'être toute ma vie. Là. Mais si tu veux un crash course sur quelque chose, tu cherches par mots-clés, puis je sais que je vais tomber sur quelque chose que je cherche en écoutant vos plateformes, c'est sûr. Soit sur un athlète, soit sur un sujet donné. Fait que oui, 100%. Merci Fred. Toi, Marie-Ève, tes coups de cœur 2024? Écoute, ça a été beaucoup des trucs, un petit peu plus personnels, mettons, je te dirais, avec la première retraite Tout Trail que j'ai repris en solo. Ça a été, il y a eu vraiment un moment émotif, je te dirais. Moi, Gosford, ça me fait quelque chose depuis, toutes les fois que je vais là, ça vibre dans moi, je sais pas pourquoi. Puis, arrivé au sommet de Gosford avec... Normalement, là, l'hiver, mon Gosford, il vente à écorner les bœufs, il fait fret en tabarnak, pis tu vois rien. Sommairement, là, ça ressemble à ça. C'est un bon résumé. Puis on est arrivé là, on était au-dessus des nuages, il faisait soleil, puis on sentait le chaud. J'étais comme, il se passe quoi ici? Il se passe quoi ici? Puis là, il y avait cet oiseau qui avait partout la veille, que j'ai jamais vu nulle part, sauf cette fin de semaine-là. Ah oui, puis à Forion. Tu sais, c'est comme... Mais je me rappelle quand tu l'as raconté sur le podcast, ça, pis tu fais... Tu sais, c'est comme... C'est ces petites choses-là que tu dis... Ouais, OK, ouais, ça c'est correct, je le prends. Exact. Je le prends. Fait que, tu sais, ça a vraiment fait partie de mon highlight de l'année, mon voyage en Californie avec Anne, faire son crew, apprendre à la connaître, courir sur les trails de la Western States. Avant d'être pigé. On va finir par être pigé un jour. Ben oui. La couverture médiatique au QMT, ça c'est trillant quand même parce que dans les dernières années c'était Marc qui le faisait, puis parce que moi je courais. Ah oui. Puis après ça, ben là c'est ça, fait que c'est moi qui l'ai fait, puis j'étais comme qui c'est hot là. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré suivre Anne, PC Hugo, de comme être partout et nulle part à la fois, de voir le même monde tout le temps partout. Moi ça j'aime ça. Fait que ça a fait partie des moments que j'ai aimés. La retraite Tout Trail, la percée, hey, ça c'est une autre affaire. Ça là, si vous avez manqué ça, vous avez manqué de quoi? Avec le guide par excellence. Avec, écoute, le roi de la Gaspésie en personne, chez eux qui plus est, dans son auberge, dans ses trails chez eux. Écoute,
quand on a planifié ça en avril, j'étais comme, ouais, ça va être cool, blablabla, blablabla. Fait que là, il me dit, tu sais, on fait des expéditions en plein air pis tout. J'étais comme, OK, parfait, ça peut être nice, tu sais, de faire d'autres choses que de courir, tu sais. Fait que là, il me dit, ouais, fat bike, vélo de montagne, kayak de mer, paddleboard. J'étais comme, novembre, dude, on n'ira pas faire du paddleboard dans le golf. Ben, on l'a fait! On l'a fait! Il faisait tellement beau! On a eu une solide fin de semaine, des méchants beaux levers de soleil, des gros couchers de soleil, tu sais, des affaires que tu dis... Pourquoi on vit ça? Ben, on le vit. Fait que non, ça a vraiment été un moment exceptionnel avec du monde qui avait envie d'être là. Fait que c'était cool. Puis, bien entendu, Forion pour toutes. Parce que la préparation, je l'ai pas faite toute seule. Tu sais, avec le club, on fait beaucoup d'événements. Fait que, tu sais, le monde embarque. Fait que, tu sais, faire un genre de 50 kilos, 4000 mètres de dénivelé positif à Stoneham un vendredi, ben j'ai pas fait ça tout seul. Ben, en fait, je suis tout seul qui a fait ça, mais, tu sais, on était plusieurs qui tournent en rond à ce moment-là. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'était cool. On a eu du fun. Sur place, ma sœur comme crew, Anne qui était là, les membres qui étaient là, à voir la famille à Marc qui était là dans mon crew aussi. Ça, c'était malade. Raph, Jeff, Seb, non, c'est ça. C'est une bonne année, dans le fond. Quand on regarde ça, moi, je trouve, là, que de faire cet exercice-là, puis je recommande fortement à tout le monde de le faire, pour se rendre compte que finalement, c'est pas de la merde tant que ça. C'est parce que ça fait 4 heures qu'on jase, puis on fait juste raconter des belles affaires sur 2024. Fait que, raison de plus pour ramener ça année après année, là. Désolé, Fred, mais on vient de se pogner un contrat, là. Ouais. On continue? Octobre. Là, on se descend ça, là. Octobre. Défi des couleurs. Comment t'as trouvé ça, toi? J'ai écouté Mélodie sur le podcast Tout Trail la semaine passée et j'ai la même expérience qu'elle. Je comprends. Un samedi pénible et pas le fun à essayer de se débattre. C'était un poisson dans le sable. C'était horrible, ce vertical-là. Et pour les bonnes raisons et les mauvaises raisons, c'était rough. Mais le dimanche, le up and down, moi, ça a été En fait, ça a tellement été un gros down, le vertical, tellement ça a été tough, puis j'étais pas prêt, puis c'était que le lendemain, ça a été une partie de plaisir, puis dans tous les cas, ça a été de sortir de sa zone de confort, clairement. Définitivement, oui. Puis beaucoup de monde qui était là l'ont fait pour sortir de la zone de confort, puis ça a été réussi complètement, puis c'était vraiment un beau trip. Puis ma saison 2024, je pense que c'est ça le mot qui ressort, c'est essayer des nouvelles affaires. Puis ça, c'était carrément une nouvelle affaire, puis c'était trippant. Mais on a eu des performances exceptionnelles, là. Je pense qu'on a parlé de long en large de ce plateau-là que Julien Lacasse a réussi à mobiliser autour d'un événement. Puis ce qui est beau, c'est qu'il reste encore 2 autres années à avoir le championnat canadien au Mont-Saint-Anne dans le cadre du défi des couleurs. En plus, le championnat canadien de course en sentier va être au QMT sur le 50 puis le 80. Fait que les 2 prochaines années, tout se passe au Mont-Saint-Anne pour le Canada au complet. Si ça, c'est pas un signe de c'est où que ça se passe le trail au Canada, je sais pas c'est quoi. T'as raison. Fait que voilà, défi des couleurs, inscrivez-vous. Pour le fun d'aller souffrir pendant 4 km en montée. Mais il y a d'autres épreuves aussi. Ben oui, puis c'est un événement exceptionnel. Ben, en fait, ça reste un événement qui est accessible. Ben, c'est le plus gros événement trail en Amérique. Ouais, c'est fou, là. 4000 coureurs. Ouais, en Amérique, hein. Ouais. Il y a rien qui a 4000 coureurs. Je pensais que c'était au Canada, mais non, OK. Là, j'ai fait mes recherches, puis c'est en Amérique. Malade. Ils peuvent le braguer comme ils veulent. Il y a aucun événement qui accueille 4000 personnes. Malade. En trail. De 42, de 32, de 21, il y a des parcours plus route, tu sais, disons, et c'est en sentier, mais ils appellent ça sentier versus trail. Il y a du single track technique, comme tu peux avoir au Mont-Saint-Anne, mais t'as des parcours hyper roulants, t'as un demi-marathon, c'est ça, que les gens font leur PB demi-marathon. C'est vraiment un bel événement. Ouais. Fait qu'on recommande, défi des couleurs. J'ai jamais couru là. C'est vrai? Ouais. 25. Mais ça, tu vois, ça a fait partie des choix que j'ai fait que j'ai fait cette année parce que je voulais y aller, puis c'est ça, j'ai fait le choix de rester chez nous et de ramasser mes feuilles. Ben c'est correct. C'est ça. C'est un défi des couleurs à vivre différemment. Différent, voilà. Diagonale des fous. Ouais, le Grand Raid de la Réunion. Il y a toujours des Québécois qui sont là, puis on les salue, mais t'as parlé dans l'épisode pas sorti du bois de la Diagonale des fous inclusive, qui était un gros coup de cœur de performance cette année. On a parlé de long en large, mais notre franco-québécois préféré, Mathieu Blanchard, a eu sa consécration, je pense, en trail.
après 2 podiums à l'UTMB, après des premières places partout au Québec dans son début de carrière, c'est sa première grosse victoire sur un plateau international, puis il l'a pas fait de mince façon. La Diagonale des Fous, record du parcours, name it, ce qu'il a fait là, c'était exceptionnel, fait que Mathieu, on te félicite. Chapeau. Ouais. Chapeau. Prochain événement. Bromont Ultra. T'étais là? Ah oui, je suis allée faire une saucette. Une saucette? Je te dirais, je suis allée, j'ai amené mon fiston. OK. On est allé à la Coffee Run du samedi matin avec Salomon. Puis après ça, on est reparti chez nous. Sommairement, ça ressemble à ça parce que la vie étant ce qu'elle est, j'avais un enfant cette fin de semaine-là, puis mon chum t'a chasse. Fait que voilà. Mais toujours un bel événement. Tu vois, moi, je suis allée, j'ai participé en équipe 2 ans, 1 an, 2 ans, je me rappelle plus. Puis j'ai fait le 80, c'est le premier 80 que j'ai fait. Vrai. Ça a été la pire journée de ma vie. Mais tu sais, quand on parle de se mettre dans la merde, c'est ça. Tu sais, avoir un bébé de 10 mois qui dort pas, que t'allaites, ça donne ce que ça donne. Mais t'as appris. Mais j'ai appris qu'on fait pas ça. Fait que j'ai pas recommencé. J'ai pas d'autres enfants. C'est une farce. C'est vrai que j'ai pas d'autres enfants, ceci étant dit. Mais non, c'était quand même chouette aussi avec le changement de lieu. Tu sais, c'est toujours un peu comme Arcana, tu sais, tu te poses toujours la question, tu sais, la formule était bonne, on le change-tu? Ça va-tu être comme ça va-tu le faire, tu sais? Puis finalement, je pense que ça le fait. Ben oui. Puis j'ai l'impression que le changement de parcours, ça a pas trop troublé les gens non plus. Les défis sont ailleurs, mais ça reste la même boucle à quelques différences mais près. En même temps, tu sais, de commencer par la lieutenant Dan ou de finir par la lieutenant Dan, moi j'ai l'impression que ça change la donne un petit peu, mais en même temps, si on regarde les records du parcours qui ont tombé, on regarde les performances rapides qui sont arrivées, ça doit pas être si pire parce que Elliott Cardin a tout explosé. Ouais. Son premier 160 km, un record du parcours, mais un BU avec 6000 mètres de dénivelé en 16h50, 4h30 d'avance sur le deuxième. Ça, c'est incroyable. Tu sais, quand on parlait tantôt d'astres qui s'alignent, Elliott, moi, j'ai toujours dit qu'Eliott, c'est notre Jim Wamsley du Québec. Dans le sens où c'est un talent brut exceptionnel. C'est un travaillant exceptionnel. Oh oui, acharné. Puis il va all-in, peu importe. Puis ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Puis c'est une tactique qui me fait capoter, qui donne un bon show à chaque fois, mais ça passe ou ça casse. Wamsley a fait sa carrière sur soit je gagne avec un record du parcours, soit je DNF. Puis c'est tout à son honneur. Eliott, c'est aussi ça, j'ai l'impression. Oui. Puis cette année, ça a cliqué quand même pas mal souvent pour Elliott. Ça a cliqué à Gorge Waterfalls en Oregon, puis ça a cliqué au Bromont Ultra sur son premier finish sur 160. Dans ses terres à lui, dans son parcours, son territoire d'entraînement, disons. Dans son chez lui. Il est allé faire quelque chose d'assez exceptionnel, fait que coup de chapeau à Elliott, mais coup de chapeau à tout le monde qui était là parce clairement. que ça a accumulé plus de 850 000 $ pour une bonne cause. Malade. On parlait de cryo de long en large. Plusieurs bonnes causes, en fait. Ben, c'est ça, on parlait de cryo tantôt. Quand on court puis qu'on a une bonne cause d'associer à ça, ça donne, on dirait, un sens encore plus grand à notre sport. Puis Bromont Ultra, c'est une des plus belles choses, c'est ça. C'est de ramasser près d'1 million de $ pour des causes. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est une belle mobilisation puis ça donne un beau prétexte pour courir, clairement. Mais La saison au Québec se termine avec le Grand-Duc. On avait aussi le Trail du Bic, je pense, qui était la même fin de semaine. Exact. Alors que d'habitude, il était une semaine plus tard. Une semaine plus tard, mais Trail du Bic, Grand-Duc, c'est pas mal notre conclusion. C'est pas mal la fin de la saison. De notre côté, Astonam, moi, c'est un classique. Je suis là à chaque année. Je peux pas dire que je l'ai couru souvent, mais je suis là à chaque année depuis les tout débuts. Puis c'est une organisation que j'adore, Mathieu, Daniel, Claude, c'est toutes des gens de cœur qui veulent faire découvrir un coin, qui veulent rendre le trail accessible. Vraiment. Avec des parcours qui rendent la course accessible vraiment beaucoup. Parc de la Jacques-Cartier. Ouais, mais tu sais, c'est magnifique. Tu sais, c'est un des parcs qu'on a au Québec qui justement, tu sais, qui est facile à naviguer. Les sentiers sont travaillés beaucoup. Sont clean. T'aimes ou t'aimes pas, en fait. Ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut, mais n'en est-il pas moins que ça rend les sentiers faciles à naviguer, à part quand t'as ta première neige, puis Dieu sait qu'il y en a tombé ce dimanche-là. Oui, puis il y en a eu pour la peine. Fait que mettons que ceux qui se sont ramassés dans la descente de l'escarpement vers l'incursion, il y en a qui trouvaient pas ça drôle.
Je comprends. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même coulant. Puis c'est ça qui est spécial, c'est au Trail du Grand-Duc, du fait que ça se veut inclusif, que ça se veut découverte pour beaucoup de gens, mais t'en as beaucoup qui se présentent avec des souliers de route. Ça marche quand c'est sec, parce que c'est quand même assez ça roulant, marche mais moyen. pas cette année. Ça marche moyen, je te dirais, dans la descente de l'incursion, parce que c'est rarement sec. Ben non, puis c'est de la trail. De la façon qu'il est travaillé, il est très slick. Ah ouais. Fait que ça, c'est ça, là, ça glisse. Fait que chaussures de route non recommandées dans l'incursion, puis dans la descente de l'escarpement. Ouais. Mais là, avec la neige, là, ça a complexifié le tableau en tabarouette. Ta plaque de carbone ne sert à rien. Non, c'est ça qui arrive. Mais ça a quand même donné place à quelque chose d'exceptionnel parce que, tu sais, je veux dire, on n'a pas ça à toutes les courses, là, tu sais, une tempête de neige, là. Malade. Fait que c'était vraiment cool. C'était chouette, là, tu sais. C'était pas chaud, là, mais c'était cool. C'était vraiment une belle fin de semaine, comme d'habitude, avec les crêpes au sucre à crème, là, le dimanche matin, là. Ça vaut le déplacement. Fred, tu t'en rappelles aussi, clairement. D'après moi, il est encore sur le foie. C'était délicieux. Ouais. Délicieux. Fait que c'est ça qui a conclu notre saison de trail. Québécoise, ouais. Mais la vie étant ce qu'elle est, ben, c'est pas fini. On est sur des Québécois qui extensionnent un peu la saison chez nos voisins du Sud ou du Sud, genre l'Afrique du Sud. Comme un autre continent. Mais là. Je tiens quand même à mentionner parce que ça passe un peu dans le beurre parce que c'est pas une course qui est très suivie ici, mais qui est une course mythique aux États-Unis. C'est le premier ultramarathon, c'est le plus vieux en tout cas, JFK 50 miles. À l'époque, John F. Kennedy voulait faire courir les Américains, fait qu'il s'est dit faisons un 80 km dans le fin fond de la côte est, dans les trails, mais Valérie Arsenault, qui est un talent exceptionnel en trail au Québec en ce moment, c'est la deuxième année consécutive qu'elle termine 3e sur JFK contre un plateau qui est toujours très, très, très relevé. Valérie Arsenault, c'est une fille qui a fait des grosses performances au Québec, mais ce qu'elle a fait à JFK 2 ans consécutifs, c'est exceptionnel. Puis quand on parlait de Sud, ben c'est l'Afrique du Sud. C'est ça. Cape Town, on avait des Québécois qui étaient là, dont Jean Fortier, qui en a parlé la semaine passée, dont Jeff Cochon, qui était là, qui a fait une 8e place. Geneviève Asselin, on en a parlé dans la première course au début de l'autre épisode de Pas sorti du bois. 10 mois plus tard, elle était toujours dans sa saison, en train de faire Cape Town, a terminé 7e, ce qui lui permet au classement final des World Trail Majors, qui était un nouveau réseau de course cette année. On a vu Jeff et Anne Champagne très bien faire parce qu'une victoire au QMT, ça te donne un bon range de points. Mais Geneviève a fait plusieurs courses de ce circuit-là. Black Canyon, elle a fait aussi le Mute et l'UT Cape Town. Elle termine 8e chez les femmes. Mais Anne Champagne termine 2e derrière. Excuse-moi, elle est pas 2e. Anne? Elles ont le même nombre de points. Mais officiellement, leur classement, ils donnent selon les cotes Titra. Puis Courtney a fait une meilleure performance en termes de cotes. Fait que quand ils reclassent finale, il n'y a pas d'ex-aequo. Je comprends. Mais ils ont chacune 3000 points. C'est ça. Donc 2 victoires à 1500 points. Mais ils regardent, mettons, ta performance en cote Titra. Puis je pense que la victoire de Courtney à Mont Fuji donnait plus de points Titra que la victoire de Anne Pyrénées. Mais dans tous les cas, Anne Champagne termine à égalité. C'est malade. Ou 2e derrière la plus grande coureuse de l'histoire du monde, de la planète, de la trail. Ouais. Ça, c'est complètement fou. De voir sur le classement général. Débile. Courtney Dauwalter, Anne Champagne. C'était beau. Ça, c'est quelque chose que on aurait voulu le prévoir, puis on n'aurait pas pu. L'année passée, là. Parce qu'on savait pas que les World Trail Majors allaient exister, mais de faire un comeback dans ce sport-là, comme Anne a fait, on en a parlé de long en large dans nos 2 épisodes, mais de finir ex-aequo avec la reine. C'est incroyable. C'est malade mental. Oh oui, je pense qu'on a quelque chose qui s'en vient avec Anne. Là, on peut lui donner le titre de princesse, mais d'après moi, elle va graduer. Là. Ben là, c'est parce que on se rappelle que Nico Dan l'appelait la reine depuis 2019, fait que je sais pas c'est quoi la royauté, c'est quoi l'arbre généalogique, comment ça marche, mais pour nous c'est la reine, puis c'est non négociable. Clairement. Jeff Cochon termine 7e au classement général aussi. Geneviève, je l'avais dit, 8e. Et mention spéciale à Kelsey Hogan qui a remporté 2 QMT 100 000 consécutifs en 2022-2023, a terminé 2e derrière Anne cette année, donc parlons de régularité. Hey, c'était stressant, ça va. C'était stressant. Elle termine 5e au classement général. Incroyable. Fait que nos Québécoises, puis Kelsey, je pense qu'on peut la dire comme coureuse québécoise parce qu'elle court au Gaspésia depuis longtemps, elle court au QMT depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Un record du parcours toujours imbattu au Gaspésia 100, on se rappelle. Donc, on a adopté Kelsey. Kelsey fait partie de
Fait que classement général des World Trail Majors, incroyable. 4 Québécois dans le top 20 mondial, c'est assez fou. Ouais. Fait que félicitations à tout ce beau monde-là. Ouais. On était rendu en décembre, c'est pas mal ça. Ouais. Oh, il est arrivé! Yes! Il n'est que minuit 14. Ça va bien, ça Et va bien. là là. D'après moi, mon chum a mis mes valises sur le bord de la porte. Mais bon, il va attendre encore un peu. Parce qu'on n'a pas fini notre plan. Parce que, ben là... Parce qu'on n'avait pas fait une revue de l'année 2023, fait qu'on s'embarque là maintenant. C'est pas vrai. Oh, mais non, mais là, en fait, on a une année qui s'en vient. On a 2025 en préparation, avec des beaux projets de part et d'autre dans différents chapitres de nos vies, autant du côté podcast que du côté personnel. Pour ta part, c'est quoi? C'est quoi qui s'en vient pour toi? Officiellement, c'est le TP100 au Gaspésia. J'étais triste de pas aller à Forillon cette année, puis dès que Jeff Tapp et moi se sont mis à parler du 10e anniversaire, on prévoit une couple de petites affaires d'ici là, côté podcast Gaspésia, mais c'était sûr que j'allais être là. J'ai été 2 fois au Gaspésia, je voulais retourner une 3e fois, puis selon les plans, selon ce que j'aimerais, là où j'aimerais être pigé cette année, ça fit très bien de faire un genre de week-end choc de 12 km, 55 km, 35 km en 3 jours. Fait que TP100 est au calendrier, puis c'est la seule chose qui est vraiment comme canée au calendrier. Le reste, on va voir selon les résultats de loterie à venir, c'est ça, quelques tirages, mais dans tous les cas, je travaille très fort pour faire quelque chose qui pourrait ressembler à ce que j'ai fait à la Hard Rock, mais aller du côté de Chamonix pour l'UTMB. Puis ça donne que quand j'ai voulu aller chercher ma qualif Western State à Grindstone, qui était le seul objectif quand j'étais allé là, ben ça donnait des stones aussi de course. Fait que là, j'essaie de voir est-ce que je fais l'OCC. Quelque chose là-dedans. Exact. Aussi, c'est sûr, je fais pas les longues distances parce que je vais vouloir les couvrir comme médium, mais OCC. Sinon, le prix de consolation, c'est la MCC pour les bénévoles et les médias, qui est un 40 km dans les Alpes. Fait que prix de consolation vraiment correct. très nice. Correct. Mais l'OCC, on dirait que c'est comme tout le 55 km que j'ai pas vu quand j'ai fait de la CCC parce que j'étais de nuit. Fait que, mettons que je peux y retourner, puis on check pour rejoindre tout ça un voyage familial avec le petit et ma blonde. Fait que c'est un peu ça, mais encore un peu sous le même la même philosophie que le changement de cap que j'ai fait l'an passé, c'est-à-dire choisissons des choses qui font triper. T'sais, si on va faire l'OCC, ça va être pour juste triper pendant 55 km dans les Alpes. Ça sera pas une distance qui va me sortir de ma zone de confort, mais ça sur quoi je focus en ce moment, c'est de retrouver une régularité. Ça fait 2 ans que je sens que je termine mes longues courses sur de l'expérience. Puis à un moment donné, ça a des limites, là. Tu sais, ce que j'ai buildé up depuis 7 ans, mettons, ça paye, mais l'entraînement est pas optimal depuis 2 ans, puis c'est tout à fait correct, puis je l'assume pleinement, là. J'ai un bébé, puis je vais toujours faire passer ça avant la course, mais là, on dirait qu'on retrouve une petite vie tranquillement où on peut avoir une régularité, puis on peut dormir, ce qui est nouveau dans nos vies. Ça, c'est majeur. Après 15-16 mois de pas de nuit. Mon gars, beaucoup de qualité. C'est un petit gars exceptionnel. Tu vas voir, ça va donner un bon petit gars. Tard. Ça va donner un bon petit gars. Ceux qui dorment tard donnent les meilleurs enfants. Exact. J'ose espérer. Fait que, ça a pris 15-16 mois avant d'avoir une première nuit de sommeil complète. Fait que là, on retrouve tranquillement une espèce de régularité. Ça prend 7 ans s'en remettre, hein? Je suis pas surpris. Puis je sais pas si on inclut là-dedans, justement, les bébés qui dorment tard. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme pour la moyenne, là, genre, ça dure plus 6 mois, normalement, chez le monde, normal. Là. Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Puis là, il y a nous, là, que ça prend 1 an et demi, 2 ans. J'entends des amis que leur enfant sont comme, hey, il a fait signer à 7 semaines. Je suis comme, OK. Tu restes poli dans félicitations pendant que tu pleures, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, je niaise parce que c'est un méchant beau trip, mais là, je retrouve une régularité, fait que j'ai décidé de pas faire de projet pendant 8 mois de temps. J'ai fini ma saison au défi des couleurs en octobre, j'ai rien à l'horaire avant Gaspésia. Entre les deux, j'ai rien mis. Le but, c'est de retrouver une régularité. Ouais. Parce que les dernières années ont été moins régulières. Je comprends. Fait que c'est ça le plan. C'est très low profile, puis s'amuser avec le podcast encore, s'amuser dans la course en sentier, s'amuser avec les cutes, avec mes amis coureurs. Fait que c'est ça. Toi, 2025? Écoute, ça va être ça sera pas reposant encore, vraiment, non, pas du tout, parce que j'ai planifié beaucoup de choses, dont le voyage aux Açores avec Phil Blouin d'Agence Ton Trip, là, ça part officiellement. On est techniquement plein. C'est malade. J'aurais jamais pensé, je suis fessée bien raide. Fait que on s'en va au Portugal au mois d'avril avec une retraite tout trail. C'est malade.
je crois pas tout à fait ce que je dis là, mais c'est ça. Des beaux partenariats. On a sorti cette semaine, en fait, que Tout Trail serait présentateur des 10 km des trails polaires des événements Gaspésia. Fait qu'il y a autant du côté de Pin-Rouge que du Mont-Saint-Mathieu. Pin-Rouge, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour moi d'y être, mais j'ai ma gang du côté de la Baie des Chaleurs qui sont là, qui vont pouvoir faire de la représentation. Puis Mont-Saint-Mathieu, j'aimerais beaucoup ça y aller. Dans un calendrier de vie, ça fitterait quand même bien aussi là à quelque part au mois de mars. Des beaux projets qu'on a en commun dans les mois d'été. Puis à l'automne, on est en train de travailler sur quelque chose de monstrueux pour faire vivre Marc-André encore en 2025. Okay. Ouais, il était capable d'avoir des drôles d'idées. Fait que ça serait fou de pas le faire, même si c'est fou de le faire. Fait que je donne pas plus de détails que ça. On sortira ça probablement aux alentours du printemps. C'est plus tard que ce que j'aurais souhaité, juste parce que clairement, je suis pas capable de retenir ces affaires-là. En fait, c'est juste pour ça. Mais ça va être du gros costaud. Fait que là, j'essaye d'aligner une saison qui va fitter avec ça pour arriver à ce défi. C'est ça. Je pense que monstrueux, c'est le bon mot. On parlait tantôt de s'inscrire à de quoi puis d'avoir un petit peu peur ou d'être un peu fébrile. Non, tu comprends T'en pas. parles en ce moment, j'ai l'impression que c'est pas. ça, là. J'ai la chienne. Ça a l'air d'être une affaire dans le 3 chiffres qui commence pas par 1, hein. On verra. Dès qu'on ferme le micro, c'est on va savoir, hein. Fred, il le sait, lui. Ah, c'est vrai? Ah, ouais. J'ai hâte de savoir dans 2 minutes. Dans 2 minutes, quand on va fermer ça. Non, mais c'est ça. Fait que ça va être une belle année encore, mais c'est ça. Tu sais, encore d'apprendre à dire non. Ça, écoute, ça pourrait être l'objectif 2025. Là. À date, en 2024, ça n'a pas bien été, mais en tout cas, faut saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Hey, je pense qu'on est arrivé à la conclusion. 4 heures de podcast. C'est épouvantable. Ça fait combien de temps qu'on l'enregistre, celui-là? Celui-là, c'est 1,57. Ah, misère. Puis l'autre fait 2h10, je pense. Parfait. Super. Désolé tout le monde qui voulait vraiment écouter cette revue de l'année-là. 4 heures de stock, c'est parfait pour une très longue sortie. C'est ça. C'est vraiment c'est une très belle année. Beaucoup de choses à dire. De l'année. On était concis. Oui, écoute. On a skippé plein d'affaires importantes. Puis ouais. On s'en tire quand même avec 4 heures. Fait qu'imaginez. C'est incroyable, hein? Imaginez si t'avais fait un fichier Excel comme en 2022. Ça aurait été lourd. Fait que, écoute, Tout Trail, c'est le dernier épisode de 2024. Fait que merci à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui donnent leur feedback, leurs commentaires, leur tout en fait, parce que c'est ça. Ça a été quelque chose de reprendre ça, puis de pas me sentir imposteur à le reprendre. Puis je trouve ça le fun de le faire, puis je trouve ça le fun que vous aimiez ça aussi. Fait que beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour l'année à venir. Encore une fois, on saisit les opportunités, puis on continue de s'en aller par en avant, puis de faire vivre notre beau sport, qui est la course en sentier. Merci tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne année. Ciao. Voilà. Moins de 2 heures. Vous êtes